Elle fut forcée d'épouser un millionnaire froid et plus âgé. Ce qu'il fit lors de leur nuit de noces la laissa sans voix. « Bonjour, ma belle famille. C'est votre monsieur Peter. Avant toute chose, laissez-moi prononcer une douce prière pour vous. Comme si je tenais votre main à travers l'écran, puisse aujourd'hui vous apporter de la douceur là où la vie vous a endurci. Puisse l'amour se manifester de manière discrète, dans un sourire, une brise, un souvenir. Puisse votre cœur s'alléger sans raison, et puisse votre âme respirer plus aisément qu'hier. Je prie pour que votre foyer soit rempli de chaleur, votre esprit de paix, et vos journées de ce genre de joie qui ne crie pas, mais qui reste silencieusement. Vous êtes aimés plus que vous ne le savez, et vous ne traversez jamais cette vie seule. Maintenant, ma douce famille, cette histoire me tient particulièrement à cœur. Bien que je ne sois pas la voix que vous entendrez aujourd'hui, chaque mot vient de moi, écrit avec le même amour que j'ai toujours déversé dans vos vies. James, mon frère, est là pour lui donner vie pendant que je me repose. Mais avant de commencer, puis-je vous demander quelque chose doucement? Mes introductions sont-elles trop longues pour vous? Je ne parle ainsi que parce que je vous aime profondément, et je veux que chaque vidéo vous fasse sentir comme à la maison, comme si quelqu'un vous voyait vraiment. À mes beaux visiteurs qui viennent pour la première fois, bienvenue dans la famille. S'il vous plaît, restez jusqu'à la fin. Donnez une vraie chance à James. Laissez l'histoire s'installer dans votre cœur, et si cela ne semble pas juste, vous pouvez toujours me le dire. Votre voix compte. Et maintenant, avec tout l'amour dans mon cœur, s'il vous plaît, dites une petite prière pour moi. Pas besoin de mots sophistiqués. Élevez juste mon nom avec gentillesse. C'est tout ce que je demande. Et s'il vous plaît, famille, restez pour toute l'histoire. Pas parce que j'ai besoin de vue, mais parce que cela a été écrit en pensant à vous, chaque seconde, chaque souffle. Aimez la vidéo. Laissez un commentaire chaleureux. Laissez-moi vous sentir ici, proche et aimant. Vous n'êtes pas juste mon public. Vous êtes mon cœur. Maintenant, prenez une profonde inspiration. Laissez l'amour vous guider dans ce moment, et laissez James commencer l'histoire, une histoire faite avec tendresse et écrite juste pour vous. L'élégante Aston Martin fendait les rues du centre-ville de Chicago telle une balle d'argent, son moteur ronronnant avec l'assurance de son propriétaire. Bernard Ellison tenait le volant avec la même intensité qu'il apportait à chaque réunion du conseil, chaque fusion, chaque décision qui avait bâti son empire d'1 milliard de dollars. À 37 ans, il était le plus jeune milliardaire de la tech à Chicago, craint dans les salles de réunion et respecté par des concurrents qui souhaitaient secrètement pouvoir décoder la détermination glaciale derrière ses yeux bleus acier. Ce soir ne faisait pas exception. L'acquisition de Hartwell Industries devait être conclue avant minuit, ou 6 mois de négociations s'effondreraient. Ses avocats l'attendaient au bureau du centre-ville, des contrats étalés sur des tables en acajou comme des plans de bataille. Bernard avait bâti Ellison Medical Technology à partir de rien après la mort de Victoria, canalisant son chagrin dans des dispositifs médicaux révolutionnaires qui sauvaient des vies et les vies qu'il n'avait pas pu sauver quand cela comptait le plus. Les premiers flocons de neige commencèrent à tomber alors qu'il s'engageait sur Lakeshore Drive, mais Bernard les remarqua à peine. Son esprit était déjà dans la salle de conférence, calculant des chiffres, anticipant des objections, se préparant à démolir tout obstacle entre lui et la victoire. Il avait appris à compartimenter tout émotion, douleur, espoir dans des boîtes soignées qui n'interféraient jamais avec les affaires. Son téléphone vibra avec un autre texto urgent de Richard Stone, son associé. Le conseil s'agite. Besoin de toi ici maintenant. La mâchoire de Bernard se serra. Richard poussait plus fort ces derniers temps, remettant en question les décisions de Bernard, suggérant qu'il prenait des risques inutiles. Ce soir prouverait qui contrôlait vraiment cette entreprise. Le blizzard frappa sans avertissement. Un instant, Bernard roulait à 100 km/h, l'instant d'après, son monde explosa dans un chaos blanc. L'Aston Martin fit de l'aquaplaning sur du verglas, tournoyant en travers de 3 voies avant de percuter la barrière en béton dans un écœurant bruit de métal et de verre brisé. L'airbag se déploya avec une force explosive, et puis tout devint noir. Angela Morris resserra sa blouse en franchissant les portes automatiques du service des urgences de l'hôpital général de Chicago. Le service de nuit était toujours imprévisible, mais les nuits de blizzard apportaient un genre particulier de chaos, accidents de voiture, crise cardiaque due au pelletage de la neige, et cas d'hypothermie qui testait chaque compétence qu'elle avait apprise en 8 ans de soins infirmiers. À 29 ans, Angela avait vu assez de traumatismes pour remplir plusieurs vies,
pourtant elle sentait encore son cœur s'emballer à chaque sirène d'ambulance. Ce soir serait sa dernière semaine à l'hôpital avant de commencer son nouveau poste chez Elite Care Solutions, l'agence de soins infirmiers privée la plus prestigieuse de Chicago. L'augmentation de salaire permettrait à David de finir ses études de droit sans dette tout en aidant leur mère à arrêter enfin de cumuler 2 emplois. Maurice, appela le docteur Rachel Patterson alors que la première ambulance hurlait en arrivant dans la baie. AVP majeur en approche, polytraumatisé, possible traumatisme crânien, c'est ton patient principal. L'entraînement d'Angela prit le dessus alors qu'elle enfilait des gants et préparait la salle de trauma. À travers les fenêtres striées de pluie, elle pouvait voir les ambulanciers travailler frénétiquement autour d'un brancard. Le patient était un homme, inconscient, costume coûteux, déchiré et ensanglanté. Même blessé, il possédait une présence indéniable. Bernard Ellison, 37 ans, conducteur seul impliqué dans une collision, rapporta l'ambulancier alors qu'il le faisait entrer. Possible TCC, multiples fractures des côtes, fracture ouverte du tibia gauche, signes vitaux fluctuants, perte de conscience sur les lieux. Le souffle d'Angela se coupa. Même dans la communauté médicale de Chicago, tout le monde connaissait ce nom. Bernard Ellison, le milliardaire impitoyable qui avait révolutionné la technologie médicale après la mort de sa fiancée dans une affaire de faute professionnelle. Elle avait lu des articles sur lui dans des revues médicales. Les innovations de son entreprise avaient sauvé des milliers de vies. Mais l'homme devant elle ne ressemblait en rien à la figure intimidante des couvertures de magazines. Le sang collait ses cheveux sombres, ses traits habituellement parfaits étaient pâles et vulnérables, et sa respiration était superficielle et laborieuse. En ce moment, il n'était pas un milliardaire ou un titan de l'entreprise. Il était juste un autre être humain luttant pour sa vie. « Parle-moi, Angela », exigea le docteur Patterson alors qu'il transférait Bernard sur la table de trauma. TA en chute, poufilant, pupille réactive mais lente. Traumatisme crânien certain, possible hémorragie interne. Les mains d'Angela bougeaient avec une efficacité exercée, établissant un accès 4 tout en surveillant les signes vitaux. « Monsieur, pouvez-vous m'entendre ? Vous êtes à l'hôpital. Vous êtes en sécurité. » Pendant un moment, rien. Puis les yeux de Bernard papillonnèrent pour s'ouvrir le bleu-gris le plus intense qu'elle ait jamais vu, floumé d'une manière ou d'une autre toujours pénétrant. Ses lèvres bougèrent sans émettre de son. « N'essayez pas de parler, » dit doucement Angela en se penchant plus près. « Vous avez eu un accident, mais nous prenons soin de vous. » Ses yeux trouvèrent les siens et s'y accrochèrent, et pendant un bref instant, elle vit quelque chose qui la surprit. La peur, une peur humaine brute qui n'avait rien à voir avec le pouvoir d'entreprise ou les contrats d'1 milliard de dollars. Sa main bougea légèrement et, sans réfléchir, Angela la couvrit de la sienne. « Je suis Angela », chuchota TL. « Je ne vais nulle part. » La salle de trauma explosa en un chaos contrôlé alors que le docteur Patterson aboyait des ordres. Radiographie, scanner, analyse de sang, l'arsenal diagnostique complet pour déterminer l'étendue des blessures de Bernard. Angela coordonna le tout en maintenant un contact constant avec son patient, lui expliquant chaque procédure même s'il dérivait vers l'inconscience. 3 heures plus tard, la crise initiale était passée. Les blessures de Bernard étaient graves mais ne mettaient pas sa vie en danger. Commotion importante, 3 côtes cassées, fracture ouverte de la jambe et contusions étendues. Il aurait besoin d'une chirurgie pour sa jambe et de mois de rééducation intensive. Il est stable, annonça le docteur Patterson en retirant ses gants. Il va avoir besoin d'un temps de récupération important, cependant. Des blessures à la tête comme ça ? Il en a pour des mois de rééducation cognitive, de thérapie physique, tout le tralala. Angela hocha la tête, prenant des notes dans le dossier de Bernard. Elle avait déjà traité des cas similaires. Des hommes riches et puissants qui devenaient des patients impossibles parce qu'ils ne pouvaient accepter leur impuissance temporaire. Elle se préparait déjà aux exigences, aux colères et aux comportements arrogants. Mais alors qu'elle vérifiait ses signes vitaux une dernière fois avant de le transférer aux soins intensifs, les yeux de Bernard s'ouvrirent à nouveau. Cette fois, ils étaient plus clairs, plus concentrés. « Angela » dit-il, la voix rauque mais étonnamment douce. « C'est un beau prénom. » Elle cligna des yeux, prise au dépourvu. « Comment vous sentez-vous, monsieur Ellison ?» Comme si j'avais été percuté par un camion, essaya-t-il de sourire, grimaçant à l'effort. Mais vivant, grâce à vous. Je ne faisais que mon travail. Non. Son regard soutint le sien avec une intensité saisissante.
C'était plus que ça. Je pouvais sentir. Je pouvais entendre votre voix quand tout le reste était sombre. Vous m'avez gardé ancré. Angela sentit la chaleur monter à ses joues. Il y avait une qualité inattendue dans la façon dont il la regardait, non pas avec l'attente arrogante qu'elle avait anticipée, mais avec une gratitude sincère et quelque chose de plus profond qui fit s'accélérer son pouls, malgré sa formation professionnelle. Vous allez vous en sortir, dit-elle, la voix plus douce qu'elle ne l'avait prévu. Mais vous aurez besoin de soins intensifs pendant votre rétablissement. Quelqu'un contactera votre famille pour les arrangements. Pas de famille, dit Bernard doucement. Juste des associés qui me voient comme une marge bénéficiaire. La tristesse dans sa voix prit Angela au dépourvu. Voici l'un des hommes les plus puissants du monde, et il était complètement seul. Avant qu'elle ne puisse répondre, son assistant fit irruption dans les soins intensifs, un homme mince et nerveux avec des lunettes à monture métallique et un costume coûteux. Monsieur Ellison, Dieu merci vous êtes conscient. L'affaire Hartwell s'est effondrée, le conseil panique, et Richard Stone convoque des réunions d'urgence. Nous devons. Robert. La voix de Bernard portait une autorité indubitable malgré son état affaibli. J'ai besoin de soins infirmiers privés pour ma convalescence. Contacte les meilleures agences de Chicago et organise des entretiens. Le cœur d'Angela fit un bond. Elite Care Solutions était exactement le type d'agence qui gérait de tels arrangements. Monsieur, êtes-vous sûr pour les soins privés? Les soins hospitaliers pourraient être plus. Je veux quelqu'un en qui je peux avoir confiance, l'interrompit Bernard, ses yeux trouvant à nouveau ceux d'Angela. Quelqu'un qui comprend que guérir nécessite plus que de l'expertise médicale. Alors que Robert s'éloignait précipitamment pour passer des appels, Angela se retrouva à fixer Bernard Ellison avec une nouvelle compréhension. La façade du milliardaire impitoyable se fissurait, révélant des aperçus d'un homme portant des blessures bien plus profondes que l'accident de ce soir. Elle ne savait pas que dans 48 heures, elle serait assignée professionnellement à ses soins, vivant dans son Penthouse, et s'occupant d'un homme dont la vulnérabilité briserait toutes les idées préconçues qu'elle avait jamais eues sur l'amour, la richesse, et le courage qu'il faut pour guérir un cœur brisé. La tempête dehors ne faisait que commencer. Chapitre 2, le patient réticent. 2 jours après l'accident de Bernard, Angela se tenait devant les baies vitrées de son Penthouse au bord du lac, regardant le lac Michigan s'étendre à l'infini vers l'horizon. L'espace était époustouflant, un luxe minimaliste aux lignes épurées, de l'art coûteux, et pas une seule touche personnelle ne révélant quoi que ce soit sur l'homme qui vivait ici. Cela ressemblait plus à un hôtel haut de gamme qu'à un foyer. Elite Care Solutions l'avait assigné au cas de Bernard après un processus d'entretien approfondi. Le directeur de l'agence avait été clair, c'était leur client le plus médiatisé, exigeant discrétion, professionnalisme et tolérance pour les comportements difficiles. L'expérience d'Angela en traumatologie hospitalière faisait d'elle la candidate idéale. C'est inacceptable. La voix de Bernard portait depuis la chambre principale, tranchante de frustration malgré son état affaibli. Je me fiche de ce que le médecin a dit, j'ai besoin de ses rapports trimestriels aujourd'hui. Angela vérifia sa montre. Elle était l'infirmière privée de Bernard depuis exactement 18 heures, et il avait déjà renvoyé 2 kinésithérapeutes, congédié un service de livraison de repas, et réduit son assistant Robert presque aux larmes. L'agence l'avait prévenu que les cadres d'entreprise pouvaient être des patients difficiles, mais Bernard Ellison opérait à un niveau d'obstination entièrement différent. Elle entra dans sa chambre portant un plateau repas, observant le chaos entourant son lit king size. Ordinateur portable, documents juridiques et rapports financiers couvraient chaque surface. Bernard était assis appuyé contre des oreillers en soie, sa jambe gauche surélevée dans un plâtre, le visage pâle mais les yeux flamboyants de détermination alors qu'il aboyait des ordres dans son téléphone. Richard, je me fiche si les projections montrent une baisse mineure. L'acquisition de Hartwell a toujours un sens stratégique, et je veux qu'elle soit remise sur la table d'ici. Il remarqua Angela et leva un doigt, comme si elle était une autre employée attendant des ordres. Angela posa le plateau et marcha calmement vers sa table de chevet, où 3 téléphones différents chargeaient. Sans un mot, elle les débrancha tous. Je te rappelle, dit Bernard dans son téléphone, son expression s'assombrissant alors qu'il la regardait. Bon sang, qu'est-ce que vous croyez faire? Mon travail, répondit Angela calmement, rassemblant les documents éparpillés. Qui consiste à assurer votre rétablissement, pas à permettre votre autodestruction. Ces rapports sont cruciaux pour. Votre tension artérielle grimpe à des niveaux dangereux, l'interrompit Angela, vérifiant le moniteur à côté de son lit.
160/95, votre corps essaie de guérir d'un traumatisme important, et vous l'inondez d'hormones de stress. La mâchoire de Bernard se serra. Je n'ai pas le luxe de rester allongé à m'apitoyer sur mon sort. Mon entreprise a besoin d'eux. Votre entreprise a besoin de vous vivants et fonctionnels, pas au bord de l'AVC. Angela se dirigea vers les fenêtres, tirant partiellement les rideaux occultants. Vous avez une commotion cérébrale sévère, monsieur Ellison. La surstimulation et le stress peuvent causer des dommages cognitifs permanents. Ne me prenez pas de haut, claqua Bernard. J'ai bâti un empire d'1 milliard de dollars. Je pense pouvoir gérer ma propre convalescence. Angela se tourna pour lui faire face, ses yeux bruns stables et inébranlables. Comment? En travaillant 18 heures par jour depuis un lit d'hôpital? En ignorant les avis médicaux? En traitant tout le monde autour de vous comme s'ils étaient des obstacles à votre productivité? Le silence qui suivit fut électrique. Bernard n'avait pas l'habitude d'être défié, surtout pas par des employés. Mais la confiance tranquille d'Angela, la façon dont elle tenait bon sans reculer, l'intriguait malgré sa frustration. Vous ne comprenez pas, dit-il finalement, la voix plus calme mais non moins intense. Richard Stone est mon associé depuis 5 ans. Il est brillant, ambitieux, et il attend une opportunité comme celle-ci. Chaque minute où je ne travaille pas, il se positionne pour prendre le contrôle de mon entreprise. Alors vous préférez vous tuer au travail plutôt que de paraître humain? La question frappa comme un coup physique. Bernard la fixa, cette femme belle et féroce qui venait de dépouiller ses défenses avec une précision chirurgicale. Dans l'éclairage tamisé, sa peau semblait briller, et il se surprit à remarquer des détails qui n'avaient rien à voir avec les affaires. La façon dont ses lèvres pleines se pressaient quand elle était déterminée, comment sa blouse ne pouvait cacher les courbes en dessous, la compassion dans ses yeux même quand elle était dure. Ce n'est pas si simple, dit-il, se sentant soudainement épuisé. N'est-ce pas? Angela s'assit dans le fauteuil à côté de son lit, assez près pour qu'il puisse sentir son parfum subtil, quelque chose de chaud et floral qui lui faisait penser au jardin de printemps au lieu des salles de conseil stériles. À quand remonte la dernière fois que vous avez pris un jour de congé? Un vrai jour où vous n'avez pas pensé au travail du tout. Bernard ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Il ne pouvait honnêtement pas s'en souvenir. Avant la mort de Victoria, admit-il doucement. L'expression d'Angela s'adoucit. Elle avait fait des recherches sur son passé après avoir accepté la mission, l'affaire tragique de faute professionnelle qui avait apparemment poussé Bernard à révolutionner la technologie médicale. Mais voir la douleur encore gravée sur ses traits rendait cela réel d'une manière que les articles de presse ne pourraient jamais faire. Parlez-moi d'elle, dit Angela doucement. Pourquoi? Les murs de Bernard remontèrent instantanément. Pour pouvoir me psychanalyser. Déterminer ce qui motive mon comportement autodestructeur? Parce que, dit Angela, le surprenant par son honnêteté, vous n'êtes pas juste mon patient. Vous êtes un homme qui porte une douleur seule depuis trop longtemps, et je pense que parler d'elle pourrait aider. Sa voix portait une sollicitude sincère sans pitié, et cela fit s'effondrer les défenses de Bernard. Il s'appuya contre les oreillers, son regard se concentrant sur un point au-delà des fenêtres. Victoria était tout ce que je n'étais pas, commença-t-il lentement. Chaleureuse, spontanée, optimiste. Elle croyait aux secondes chances, à la bonté des gens. Elle voulait voyager à travers le monde, avoir des enfants, construire quelque chose de significatif ensemble. Que s'est-il passé? Une chirurgie de routine, ablation de la vésicule biliaire, procédure tout à fait standard. Mais le chirurgien était ivre. La voix de Bernard devint amère. Victoria a fait une hémorragie sur la table. Le temps qu'il réalise ce qui se passait, il était trop tard. La main d'Angela bougea instinctivement vers la sienne, puis s'arrêta. Je suis tellement désolé. Le chirurgien a perdu sa licence, a fait face à des accusations criminelles, mais Victoria était toujours partie. Les yeux de Bernard trouvèrent ceux d'Angela, et elle vit la profondeur de sa douleur. Je me suis jeté dans le travail parce que c'était la seule chose qui avait encore du sens. Construire des dispositifs médicaux qui pourraient empêcher ce qui lui est arrivé, cela m'a donné un but. Et maintenant? Maintenant, je ne sais pas comment exister autrement. Son aveu était à peine un murmure. Si j'arrête de bouger, d'arrêter de construire, d'arrêter de me battre, que reste-t-il? Angela se pencha en avant, sa voix douce mais ferme. La vie, Bernard. La vraie vie, pas juste la survie.
La façon dont elle prononça son nom, pas Monsieur Ellison, pas Monsieur, juste Bernard, envoya une secousse inattendue à travers lui. À quand remontait la dernière fois que quelqu'un lui avait parlé comme à une personne au lieu d'un titre? J'ai perdu mon père quand j'avais 16 ans, continua Angela. Accident de chantier. Un jour, il m'apprenait à changer un pneu, le lendemain il était parti. Ma mère a travaillé 3 emplois pour nous maintenir à flot, et j'ai pris soin de mon frère David tout en finissant le lycée. Je suis désolé, dit Bernard, le pensant vraiment. Je pensais que je devais être forte pour tout le monde, devoir tout réparer, ne jamais montrer de faiblesse. Ça vous semble familier? Le petit sourire d'Angela portait de la compréhension. Il m'a fallu des années pour réaliser qu'avancer ne signifie pas oublier, cela signifie honorer ce que nous avons perdu en choisissant de vivre pleinement. Bernard la fixa, cette femme remarquable qui avait d'une manière ou d'une autre vu à travers toutes ses défenses jusqu'à l'homme brisé en dessous. La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les rideaux, créant un halo doré autour de ses cheveux sombres, et il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis 4 ans, un désir véritable. Pas seulement physique, bien que l'attraction fût indéniable, mais une fin émotionnelle de connexion avec quelqu'un qui comprenait. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, dit-il doucement. À quoi vous attendiez-vous? À quelqu'un qui permettrait mon autodestruction pour un salaire. » Son regard intense soutint le sien. Au lieu de cela, j'ai eu quelqu'un qui s'en soucie vraiment. Le moment s'étira entre eux, chargé de possibilités et du genre de tension qui n'avait rien à voir avec les soins médicaux. Angela sentit son pouce accélérer sous son attention concentrée, ses limites professionnelles vacillant face à cette attraction inattendue. Un coup sec les interrompit. Richard Stone entra dans la chambre sans attendre la permission, ses cheveux argentés parfaitement coiffés et son costume coûteux immaculé. Il ressemblait à la version d'un requin d'entreprise sorti d'un casting. « Bernard, nous devons parler immédiatement. La situation Hartwell nécessite ton attention personnelle, et la réunion du conseil est demain. » Richard. La voix de Bernard portait un avertissement. Je suis au milieu d'eux. De la convalescence, oui, mais les affaires ne peuvent pas attendre. Les yeux calculateurs de Richard rejetèrent Angela entièrement. Peut-être que ton infirmière pourrait nous laisser un peu d'intimité. Angela se leva, reconnaissant le jeu de pouvoir, mais voyant aussi comment les signes vitaux de Bernard grimpaient sur le moniteur. En fait, Monsieur Stone, mon patient a besoin de repos. Peut-être pourriez-vous prendre rendez-vous par les voies appropriées. Le sourire de Richard était tranchant comme une lame. Je ne pense pas que vous compreniez à qui vous parlez, mademoiselle Maurice. Et je comprends parfaitement. La voix d'Angela resta calme mais ferme. Je comprends que la santé de mon patient prime sur les réunions d'affaires. La tension dans la pièce était palpable alors que Richard jugeait Angela, essayant clairement de déterminer si elle était une menace ou simplement un obstacle à écarter. Bernard observa l'échange avec un intérêt croissant, impressionné malgré lui par le calme inébranlable d'Angela. « C'est bon, Angela, dit finalement Bernard. Donne-nous 10 minutes. » Alors qu'Angela quittait la pièce, elle entendit la voix de Richard baisser en murmures urgents sur les inquiétudes des membres du conseil, les menaces concurrentielles, et le besoin d'action immédiate. Quoi qu'ils discutaient, cela faisait grimper à nouveau la tension artérielle de Bernard. Elle vérifia sa montre et décida que 10 minutes étaient à peu près tout ce que son patient pouvait supporter. Quand elle revint, Richard était parti, et Bernard avait l'air vidé. « Réunion productive » demanda-t-elle, notant ses signes vitaux élevés. « Richard pense que je perds mon tranchant, dit que le conseil remet en question mon jugement. » Bernard ferma les yeux. « Peut-être qu'il a raison. » Ou peut-être, dit Angela, redressant ses oreillers avec des mains douces, que vous le trouvez enfin. Alors qu'elle bougeait autour de lui, Bernard attrapa doucement son poignet, son pouce traçant son point de pulsation. Le simple contact envoya de la chaleur à travers eux deux. « Merci, dit-il doucement. De vous soucier assez pour me tenir tête. » Angela baissa les yeux vers sa main sur son poignet, vers la vulnérabilité dans son expression, et sentit son cœur rater un battement. C'était un territoire dangereux. Prendre soin d'un patient était une chose, mais ressentir ce niveau d'attraction en était une autre tout à fait. Mais alors que le pouce de Bernard continuait sa douce caresse, et que son regard pénétrant tenait le sien avec une intensité croissante, Angela réalisa qu'il était peut-être déjà trop tard pour maintenir une distance professionnelle. L'orage dehors était terminé, mais celui qui se préparait entre eux ne faisait que commencer.
Chapitre 3 – Franchir les limites professionnelles. 6 semaines après le début de la convalescence de Bernard, son pantouf s'était transformé d'une vitrine stérile en un espace plus chaleureux et habitable. Angela avait discrètement introduit de petits changements, des fleurs fraîches sur l'îlot de cuisine, des couvertures chaudes drapées sur les meubles en cuir, et l'odeur subtile de repas fait maison remplaçant l'odeur antiseptique de l'équipement médical. Bernard remarquait chaque détail, bien qu'il fît semblant de ne pas le voir. Il se surprenait à attendre la présence d'Angela plus que son corps en guérison ne l'exigeait, observant la façon dont la lumière du soleil accrochait les reflets dorés dans ses cheveux sombres, comment son rire pouvait remplir le vaste espace d'une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Prêt pour la kinésithérapie, demanda Angela, entrant dans sa chambre avec une gaieté professionnelle qui ne cachait pas tout à fait la tension qui s'était accumulée entre eux. Bernard leva les yeux de son ordinateur portable. Elle avait négocié un temps de travail limité à mesure que ses symptômes de commotion s'amélioraient, et il ressentit la secousse familière de conscience qui le frappait chaque fois qu'elle entrait dans une pièce. Aujourd'hui, elle portait un legging noir ajusté et un haut bordeaux doux qui accentuait chaque courbe tout en restant tout à fait approprié. D'une certaine manière, cela la rendait encore plus désirable. « Ai-je le choix ?» demanda-t-il, fermant l'ordinateur portable avec une réticence évidente. « Pas si vous voulez marcher sans complications permanentes. » Angela s'approcha de son chevet, ses mains se tendant déjà pour l'aider à se lever. « Allez, voyons comment va cette jambe aujourd'hui. » Dès que ses mains le touchèrent, Bernard sentit de l'électricité traverser son système. 6 semaines de thérapie physique signifiaient 6 semaines des touches douces d'Angela, ses mains guidant ses mouvements, soutenant son poids, l'aidant à réapprendre des fonctions de base que son corps avait oubliées. C'était une torture professionnelle du genre le plus exquis. Angela le sentait aussi, la façon dont ses muscles se tendaient sous son contact, comment sa respiration changeait quand elle se tenait près de lui, la façon dont ses yeux bleu-gris suivaient chacun de ses mouvements avec une intensité croissante. Elle avait travaillé avec des dizaines de patients attirants auparavant, mais aucun ne lui avait jamais fait oublier ses limites professionnelles comme Bernard Ellison. « Commençons par l'amplitude de mouvement, » dit-elle, l'aidant à se tenir à côté des barres parallèles qu'ils avaient installées dans son salon spacieux. La ligne d'horizon de Chicago s'étendait au-delà des fenêtres, mais aucun d'eux ne prêtait attention à la vue. Bernard agrippa les barres, la mâchoire serrée par la concentration et la douleur, alors qu'il tentait les exercices. Sa jambe gauche, guérissant encore de la fracture ouverte, tremblait sous l'effort de porter son poids. Angela se tenait juste derrière lui, ses mains prêtes à le rattraper s'il faiblissait. « Bien, » murmura-t-elle, sa voix basse et encourageante. « Maintenant, essayez de faire un pas. » Bernard tenta d'avancer, mais sa jambe flancha légèrement. Les bras d'Angela l'entourèrent instantanément, son corps se pressant contre son dos alors qu'elle le stabilisait. Pendant un moment, ils se figèrent, tous deux hyper conscients de chaque point de contact, sa poitrine contre ses omoplates, ses mains étalées sur son torse, son cœur battant contre sa paume. « Ça va ?» souffla Angela, ne s'éloignant pas malgré chaque instinct professionnel lui hurlant de maintenir la distance. « Plus que ça va. » La voix de Bernard était rauque de plus que de l'effort. Elle l'aida à se rasseoir, mais resta proche, vérifiant ostensiblement ses signes vitaux. Ses doigts trouvèrent son pouls à son poignet, et Bernard observa son visage alors qu'elle se concentrait, mémorisant la façon dont sa lèvre inférieure était prise entre ses dents quand elle se focalisait. Rythme cardiaque élevé, observa-t-elle doucement. « Je me demande pourquoi, » répondit Bernard, son regard ne quittant jamais son visage. Le moment s'étira entre eux, chargé de possibilités et de désirs. La formation professionnelle d'Angela luttait avec le désir qui coulait dans ses veines. Elle devrait reculer, maintenir les limites, se rappeler pourquoi elle était là. Au lieu de cela, elle se surprit à se pencher plus près. « Bernard. » commença-t-elle, ne sachant pas si elle le mettait en garde lui ou elle-même. « Je sais, » dit-il doucement. « Je sais que cela complique tout, mais je ne peux pas m'arrêter de penser à toi, Angela, à ça. » Sa main monta pour prendre sa joue en coupe, le pouce traçant la ligne de sa pommette avec une douceur révérencieuse. Les yeux d'Angela se fermèrent au contact, sa résolution s'effritant comme du sable. « Nous ne pouvons pas, » chuchota-t-elle, même en se penchant vers son contact. « Vous êtes mon patient, je pourrais perdre ma licence, ma carrière. »« Alors dis-moi d'arrêter, » dit Bernard, son pouce bougeant pour tracer sa lèvre inférieure. « Dis-moi que tu ne ressens pas ça aussi, et je ne te toucherai plus jamais. » Angela ouvrit les yeux, rencontrant son regard intense. La chose intelligente, la chose professionnelle serait de mentir,
de reculer et de reconstruire les murs entre eux. Mais en regardant dans les yeux de Bernard, voyant la vulnérabilité sous le désir, la façon dont il lui offrait son cœur avec son envie, elle ne put s'y résoudre. Avant qu'elle ne puisse répondre, l'ascenseur tinta, annonçant un visiteur. Angela s'écarta de Bernard comme si elle avait été brûlée, ses joues s'empourprant alors qu'elle lissait son haut. « C'est probablement David, dit-elle, reconnaissante pour l'interruption malgré le désir frustré qui bourdonnait encore dans son corps. J'ai mentionné qu'il pourrait passer aujourd'hui. Bernard hocha la tête, bien que son expression restât sombre de désir. J'aimerais le rencontrer. David Morris avait 25 ans et partageait les yeux bruns chaleureux et la détermination obstinée de sa sœur. Là où Angela était toute en courbe et féminité, David était grand et mince, son costume coûteux le marquant comme quelqu'un qui comprenait le monde que Bernard habitait. « Monsieur Ellison, dit David formellement, tendant la main alors qu'Angela faisait les présentations. J'ai lu sur votre travail en technologie médicale, des innovations impressionnantes. Merci. » Bernard serra sa main, notant la poigne ferme et le contact visuel direct. Angela me dit que vous êtes en école de droit. Harvard Law, en fait, 3e année. Je me spécialise en droit des sociétés. La voix de David portait de la fierté mais aussi de la prudence alors qu'il étudiait l'homme dont sa sœur s'occupait. Harvard, excellent choix. Bernard s'installa dans son fauteuil, curieux de ce jeune homme qui signifiait clairement tout pour Angela. Qu'est-ce qui vous attire vers le droit des sociétés? Le contrôle, répondit David honnêtement. En grandissant, nous ne l'avions jamais. Propriétaire, agent de recouvrement, employeur. Tout le monde prenait des décisions qui affectaient nos vies. J'ai décidé tôt que je voulais être celui qui avait le pouvoir de protéger ma famille. Bernard respecta l'honnêteté. Et que pensez-vous du fait que votre sœur travaille pour moi? Le regard de David s'aiguisa. Je pense que ma sœur est la meilleure infirmière de Chicago, et vous avez de la chance d'avoir ses soins. Je pense aussi que vous êtes un homme habitué à obtenir ce qu'il veut, et j'espère que vous comprenez qu'Angela n'est pas à vendre. Le côté protecteur dans la voix de David aurait pu offenser un autre homme riche, mais Bernard se surprit à approuver. Votre sœur est remarquable, dit-il simplement, et vous avez raison. Elle mérite quelqu'un qui la valorise pour plus que ce qu'elle peut faire pour lui. L'expression de David changea en entendant le respect sincère dans le ton de Bernard. Ce n'était pas le milliardaire arrogant auquel il s'était attendu. C'était un homme qui regardait Angela comme si elle était précieuse, irremplaçable. Angela a toujours pris soin de tout le monde, dit David prudemment. Elle s'est assurée que j'avais tout ce dont j'avais besoin pour l'école, que maman avait de l'aide avec les factures. Elle mérite quelqu'un qui prendra soin d'elle pour changer. David, avertit Angela, embarrassée par la direction de la conversation. C'est bon, dit Bernard, ses yeux trouvant les siens. Il veille sur vous. Je respecte ça. Pendant le déjeuner, Bernard écouta les frères et sœurs partager des histoires de leur enfance, leurs luttes, leurs rêves pour l'avenir. Il regarda le visage d'Angela s'illuminer quand elle parlait des réussites de David, vit l'amour profond entre eux qui transcendait le sang et parlait de famille choisie. Vous devriez voir la clinique où Angela fait du bénévolat, dit David à Bernard. Soins de santé gratuits pour les familles qui ne peuvent pas s'offrir d'assurance. Elle travaille des journées complètes ici, puis va là-bas le week-end pour aider des gens qui n'ont rien. L'attention de Bernard se concentra sur Angela de l'autre côté de la table. Vous n'avez jamais mentionné ça. Angela haussa les épaules, clairement mal à l'aise avec les éloges. Ce n'est pas important. C'est tout, dit Bernard doucement, et l'intensité dans sa voix lui coupa le souffle. Après le départ de David, le pantouf semblait différent, plus intime d'une certaine manière, comme si la visite de David avait donné à Bernard la permission de voir Angela comme plus que juste son infirmière. Elle rangeait la vaisselle du déjeuner quand elle le sentit derrière elle. « Laissez-moi vous aider, dit-il, passant son bras autour d'elle pour attraper des assiettes, son torse effleurant son dos. Angela se figea, hyper consciente de sa proximité, de sa chaleur, de l'odeur subtile de son eau de Cologne mêlée à quelque chose d'uniquement lui. « Vous devriez reposer votre jambe. »« Je suis fatigué de me reposer. » Les mains de Bernard vinrent se poser sur le comptoir de chaque côté d'elle, la piégeant efficacement contre l'évier. « Je suis fatigué de faire semblant que je ne te veux pas. » Le pouls d'Angela martelait alors qu'elle se tournait pour lui faire face. Ils étaient à quelques centimètres maintenant, ses yeux sombres de désir et de tendresse, l'expression vulnérable d'un homme qui avait oublié comment désirer autre chose que la vengeance et le succès. « Bernard » chuchota-t-elle,
ses mains venant se poser contre son torse. Elle pouvait sentir son cœur s'emballer sous ses paumes. « Je sais que c'est compliqué, dit-il, la voix rauque de désir. Je sais que je risque tout en ressentant cela pour toi, mais je ne peux pas m'en empêcher, Angela. Tu as apporté de la lumière dans une vie que je croyais définitivement sombre. Nous ne pouvons pas, dit-elle, mais ses mains se serraient dans sa chemise, le tirant plus près au lieu de le repousser. Ne pouvons pas quoi? Ressentir quelque chose de vrai? Vouloir quelque chose au-delà du devoir et de l'obligation? Les mains de Bernard vinrent encadrer son visage. Tu n'es pas juste mon infirmière, Angela. Tu es la femme qui m'apprend à vivre à nouveau. Le baiser, quand il arriva enfin, fut inévitable, doux au début, hésitant, comme une question qu'aucun des deux n'était sûr de devoir poser. Mais au moment où leurs lèvres se touchèrent, quelque chose s'enflamma entre eux. Les bras de Bernard l'entourèrent, l'attirant contre lui alors que le baiser s'approfondissait, devenait désespéré, affamé. Angela fondit en lui, ses limites professionnelles se dissolvant sous la chaleur de sa bouche, la force de ses bras, la façon dont il l'embrassait comme si elle était de l'oxygène et qu'il se noyait. Elle n'avait jamais été embrassée comme ça, comme si elle était précieuse, essentielle, désirée au-delà de la raison. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient fort, les fronts pressés l'un contre l'autre alors qu'ils essayaient de traiter ce qui venait de se passer. « Nous avons des ennuis, chuchota Angela. Le pouce de Bernard traça sa lèvre inférieure gonflée. Le meilleur genre d'ennui. Alors que le soir tombait sur Chicago, aucun d'eux ne mentionna à nouveau le baiser, mais tout avait changé. La façon dont Bernard la regardait bouger dans son espace, la façon dont le toucher d'Angela s'attardait lors des contrôles médicaux, l'électricité qui jaillissait chaque fois qu'ils se frôlaient accidentellement. Ils avaient franchi une ligne dont il n'y avait pas de retour, et tous deux le savaient. La question maintenant n'était pas de savoir s'ils se voulaient l'un l'autre, c'était de savoir s'ils étaient assez courageux pour se battre pour quelque chose qui pourrait leur coûter tout, ou assez fort pour s'éloigner du genre d'amour qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Dehors, Chicago scintillait comme des diamants sur du velours, belle et impitoyable, mais à l'intérieur du pantouse de Bernard, deux personnes qui avaient construit des murs autour de leur cœur étaient enfin prêtes à les abattre. Chapitre 4, quand les affaires deviennent personnelles. Le matin après leur baiser, Angela se réveilla dans la chambre d'amis du pantouse de Bernard, le cœur battant et l'éthique professionnelle en plein chaos. Elle avait passé la nuit à rejouer chaque instant, la façon dont Bernard l'avait regardée comme si elle était précieuse, comment ses mains avaient légèrement tremblé quand il avait touché son visage, la faim désespérée dans son baiser qui correspondait à la sienne. Elle devait reprendre le contrôle de cette situation, devait trouver un moyen de maintenir des limites professionnelles tout en vivant dans le même espace qu'un homme qui lui faisait oublier toutes les règles par lesquelles elle avait toujours vécu. Leur relation s'était approfondie au cours des semaines suivantes, mais des complications survinrent lorsque Richard Stone accéléra sa campagne pour saper le leadership de Bernard. Elite Care Solutions avait prolongé le contrat d'Angela indéfiniment, une décision qui plaisait à Bernard mais inquiétait Angela car elle brouillait les lignes entre son implication professionnelle et personnelle. « Bonjour », dit doucement Bernard quand elle entra dans la cuisine, la voix encore rauque de sommeil. Il était assis à l'îlot avec son ordinateur portable et son café, l'air dévastateur dans un pantalon de pyjama sombre et un t-shirt blanc. Ses cheveux étaient ébouriffés par le sommeil, et quand il leva les yeux vers elle, Angela sentit sa résolution vaciller. « Bonjour. Quel est votre niveau de douleur aujourd'hui ?» Angela s'affaira à verser du café, hyper consciente de son regard suivant chacun de ses mouvements. « Gérable. » La réponse de Bernard était soigneusement neutre, mais le courant sous-jacent de tension était impossible à manquer. Angela, à propos d'hier soir. C'était non professionnel, l'interrompit-elle rapidement, ne le regardant pas. Nous le savons tous les deux. Vous êtes mon patient, je suis votre infirmière, et ce qui s'est passé ne peut pas se reproduire. Le silence qui suivit fut assourdissant. Quand Angela risqua enfin un coup d'œil vers Bernard, son expression était illisible. « Est-ce vraiment ce que tu veux ?» demanda-t-il doucement. Avant qu'Angela ne puisse répondre, l'ascenseur tinta. Richard Stone émergea avec l'assurance d'un homme qui possédait l'espace, ses cheveux argentés parfaitement coiffés malgré leur matinale. Il portait une mallette en cuir et arborait l'expression de quelqu'un se préparant au combat. « Bernard, nous avons une situation », annonça Richard sans préambule, puis remarqua Angela. Ses yeux bleus pâles l'évaluèrent avec un calcul exercé. « Peut-être pourrions-nous avoir un peu d'intimité. » Angela reste, dit fermement Bernard, ses instincts protecteurs s'enflammant au ton dédaigneux de Richard. « Quoi que tu aies à dire,
tu peux le dire devant elle. La bouche de Richard se serra presque imperceptiblement. Au cours des dernières semaines, il avait monté son dossier contre le leadership de Bernard, et la présence d'Angela devenait une arme utile. Très bien. Le conseil a convoqué une réunion d'urgence pour cet après-midi. Il y a de sérieuses inquiétudes quant à ta capacité à diriger, étant donné ton état actuel et tes récentes décisions. Quelle récente décision? La voix de Bernard portait un avertissement. Ton insistance à poursuivre l'acquisition de Hartwell, malgré le changement des conditions du marché. Ton refus de considérer la fusion Medicorp qui pourrait augmenter les profits de 40%. Ton indisponibilité générale pendant une période de croissance critique. Le regard de Richard se tourna significativement vers Angela. Certains membres du conseil se demandent si ton jugement a été compromis par des circonstances personnelles. Angela sentit la chaleur monter à ses joues. Elle n'avait pas besoin que Richard énonce son implication. Mon jugement va très bien, dit Bernard avec un calme dangereux. Mes décisions sont basées sur une vision stratégique à long terme, pas sur la panique trimestrielle. Néanmoins, le conseil veut des assurances. James Morrison a été particulièrement vocal sur ton absence prolongée et tes schémas de prise de décision irréguliers. Richard sortit son téléphone, faisant défiler des messages avec une efficacité théâtrale. Il y a aussi eu des discussions sur tes arrangements de vie et s'ils représentent des limites professionnelles appropriées. La menace était subtile mais claire. Richard avait fait ses recherches et était prêt à utiliser la présence d'Angela comme preuve de l'état compromis de Bernard. Organise la vidéoconférence pour cet après-midi, ordonna Bernard froidement. Je répondrai aux inquiétudes du conseil directement. Bernard, tu n'es pas en état de. Je suis en parfaite condition pour rappeler au conseil qui a bâti cette entreprise, l'interrompit Bernard, la voix tranchante comme l'acier. Et qui a la vision pour la faire croître. Après le départ de Richard, le pantou semblait chargé d'énergie toxique. Angela regarda Bernard faire les 100 pas autant que sa jambe en guérison le permettait, le visage sombre de fureur et de quelque chose de plus profond. La trahison. Il planifie ça depuis des mois, dit finalement Bernard. Utilisant ma convalescence comme excuse pour se positionner pour une prise de contrôle. Et maintenant il t'utilise comme munition. Peut-être que je devrais partir, dit Angela doucement. Si ma présence ici te cause des problèmes. Tu n'es pas le problème, dit Bernard férocement, se tournant pour lui faire face. Richard est le problème. Il est ambitieux, manipulateur, et il a vu mon accident comme une opportunité de prendre le contrôle. Avant qu'Angela ne puisse répondre, l'ascenseur tinta à nouveau. Cette fois, les visiteurs figèrent complètement Bernard. Elizabeth et William Ashworth entrèrent dans le Penthouse avec l'autorité de gens habitués à contrôler chaque pièce où ils entraient. Les parents de Victoria étaient exactement ce à quoi Angela s'attendait, riches, élégants, et irradiant le genre de pouvoir froid qui venait de générations de privilèges. Elizabeth était parfaitement conservée à 62 ans, ses cheveux argentés en un chignon élégant, son tailleur Chanel noir faisant une déclaration sur la richesse et le deuil perpétuel. William avait l'air distingué et impitoyable, ses yeux pâles cataloguant immédiatement tout dans la pièce. Bernard, dit Elizabeth, la voix arctique malgré la façade de préoccupation. Nous avons entendu parler de ton accident. Quelle malchance. Elizabeth, William. Le ton de Bernard était soigneusement contrôlé. Qu'est-ce qui vous amène ici? Le souci de ton bien-être, naturellement. Le regard calculateur de William prit en compte l'équipement médical, les vêtements décontractés de Bernard, et se posa finalement sur Angela avec une désapprobation évidente. Bien qu'il semble que tu aies fait un rétablissement remarquable. L'attention d'Elizabeth suivit celle de son mari vers Angela, et son expression devint subtilement dédaigneuse. Comme c'est attentionné de ta part d'engager des soins infirmiers aussi. Dévoué. Le racisme dans son ton était raffiné mais indubitable. Angela sentit sa colonne vertébrale se redresser, son menton se lever avec la dignité tranquille qui venait d'années à gérer de tels préjugés. Angela Morris, dit-elle, tendant la main avec courtoisie professionnelle. Je suis l'infirmière privée de Bernard via Elite Care Solutions. La poignée de main d'Elizabeth fut brève et froide. Je suis sûr que vous êtes très compétente dans votre profession. L'implication resta suspendue dans l'air comme du poison. Bernard s'approcha d'Angela, la mâchoire serrée par la colère. Angela est la meilleure infirmière de Chicago, dit-il avec une précision glaciale. Ses soins ont été exemplaires. J'en suis sûr,
répondit William avec une fausse chaleur, qui semblait pourtant plus menaçante qu'une hostilité ouverte. Bernard, nous devons discuter de certaines affaires familiales. Peut-être votre infirmière pourrait-elle nous laisser un peu d'intimité. En fait, je devrais aller vérifier mes autres tâches, s'empressa de dire Angela, reconnaissant le jeu de pouvoir et ne voulant pas aggraver la situation pour Bernard. En quittant la pièce, elle entendit la voix d'Elisabeth tomber dans un murmure conversationnel qui semblait étrangement plus dangereux que des cris. Dans la chambre d'amis, Angela essaya de se concentrer sur la mise à jour des dossiers médicaux de Bernard, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à l'hostilité évidente des Ashworth. Elle avait déjà fait face au racisme, des regards subtils, des commentaires condescendants, la présomption qu'elle était moins qualifiée à cause de sa couleur de peau. Mais le mépris d'Elizabeth Ashworth semblait particulièrement venimeux, aiguisé par le deuil et un sentiment de supériorité. 40 minutes plus tard, des éclats de voix provenant du salon firent sortir Angela de sa chambre. Les Ashworth se disputaient clairement avec Bernard, leur voix portée malgré leur tentative de discrétion. Une relation tout à fait inappropriée qui déshonore la mémoire de Victoria. Votre jugement a manifestement été compromis par votre blessure et l'influence de cette femme. Vous avez une responsabilité envers l'entreprise que Victoria vous aurait aidé à bâtir. La voix de Bernard trancha leurs arguments comme une lame. Victoria est morte. Elle est morte depuis 4 ans et je l'ai pleurée comme il se doit, mais je ne vivrai pas éternellement dans un mausolée. C'est ainsi que vous appelez cela ? S'éleva brusquement la voix d'Elisabeth. Coucher avec votre infirmière tout en prétendant honorer notre fille ? Je ne prétends rien du tout, répliqua Bernard avec une fureur froide, et ma vie privée ne vous regarde pas. Tout ce qui vous concerne nous regarde, répondit William avec une menace sourde. Victoria a fait de vous notre fils en tout point, sauf par la loi. Nous avons soutenu votre entreprise, votre vision, votre rétablissement après la tragédie. Mais ceci est inacceptable. Angela se pressa contre le mur, ne voulant pas écouter aux portes, mais incapable de retourner dans sa chambre sans traverser le salon. Nous sommes au courant des inquiétudes de Richard Stone concernant votre leadership, poursuivit Elisabeth avec une précision chirurgicale, des doutes du conseil d'administration quant à votre aptitude à diriger. Nous avons également appris les questions entourant vos arrangements de vie actuels et vos relations professionnelles. La menace était claire, abandonner Angela ou faire face à une attaque coordonnée contre son leadership. Vous me menacez ? La voix de Bernard était dangereusement calme. Nous protégeons l'héritage de notre fille, dit William avec une autorité glaciale. L'entreprise, la fondation, l'avenir qu'elle aurait voulu pour vous. Cette relation inappropriée met tout cela en péril. Angela en avait assez entendu. Elle ne pouvait rester cachée pendant que des gens discutaient d'elle comme d'un problème à résoudre. Prenant une profonde inspiration, elle entra dans le salon, sa dignité professionnelle intacte. « Excusez-moi, dit-elle poliment, son masque fermement en place. Je dois vérifier les constantes de Monsieur Ellison. » Les Ashworth se tournèrent vers elle avec une hostilité à peine dissimulée. Les yeux d'Elisabeth balayèrent Angela avec un dédain évident. « Comme c'est commode, dit Elisabeth avec une précision glaciale. Bernard, je pense que vous devriez savoir que nous avons fait quelques recherches sur les antécédents et le parcours professionnel de Mademoiselle Morris. » Angela sentit le sang quitter son visage. « Je vous demande pardon ? C'est tout à fait instructif. » William s'avança, ses yeux pâles fixés sur Angela avec une concentration prédatrice. Une infirmière issue de la classe ouvrière, des prêts étudiants importants, des pressions financières familiales. On pourrait s'interroger sur les motivations à accepter une mission privée aussi prolongée. L'accusation était claire sans être formulée directement. Angela se sentit humiliée, furieuse et le cœur brisé tout à la fois. « Remettez-vous en question mon intégrité professionnelle » demanda Angela avec une dignité tranquille. « Nous remettons en question les motivations de tout le monde » répondit Elisabeth doucereusement, y compris les vôtres et le jugement de Bernard dans cette situation. Elle se tourna de nouveau vers Bernard avec une autorité renouvelée. « Nous sommes prêts à vous faire une offre, Bernard. Mettez fin à cette relation inappropriée, recentrez-vous sur votre rétablissement et l'entreprise, et nous vous soutiendrons contre les défis de Richard Stone. Continuez sur cette voie, et vous ferez face à une opposition venant de toutes parts. » L'ultimatum flottait dans l'air comme une sentence de mort. Angela regarda le visage de Bernard passer de la colère à la douleur, et à quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la réflexion. « J'ai besoin d'y penser » dit finalement Bernard, sa voix soigneusement neutre.
Angela sentit son cœur se briser. Après tout ce qu'ils avaient partagé, tout ce qu'ils avaient ressenti, il envisageait réellement leurs exigences. Bien sûr, dit William avec satisfaction. Nous vous donnons 24 heures pour prendre la bonne décision. Après le départ des Ashworth, le Pentouse ressemblait à un tombeau. Angela se tenait dans la cuisine, les mains tremblantes alors qu'elle assimilait ce qui venait de se passer. Angela, dit doucement Bernard en s'approchant d'elle avec précaution. Non, dit-elle sans se retourner. Juste. Non. Il menace tout ce que j'ai construit, dit Bernard, la voix chargée de conflit. L'entreprise, la fondation, la recherche médicale qui pourrait sauver des milliers de vies. Je comprends, répondit Angela, la voix stable malgré les larmes qui menaçaient de couler. Je comprends que je ne vaux pas la peine de sacrifier votre empire. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que vous avez sous-entendu. Angela se tourna enfin pour lui faire face, voyant l'expression torturée sur son visage. Et peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je suis juste une infirmière qui s'est laissée dépasser par les événements. Tu es la femme que j'aime, dit Bernard désespérément. Le suis-je, demanda Angela avec une dignité tranquille. Parce que l'homme que j'aime n'aurait pas besoin de 24 heures pour choisir entre moi et l'approbation de gens qui ne lui ont jamais montré d'affection sincère. Elle passa devant lui en direction de sa chambre, le cœur brisé à chaque pas. Où vas-tu? L'appela Bernard. Faire mes valises, répondit Angela sans se retourner. Je pense qu'il est temps pour moi de terminer ma mission et de passer à autre chose. Alors qu'Angela fermait la porte de sa chambre, elle entendit Bernard s'effondrer sur le canapé avec un bruit d'angoisse qui faillit briser sa résolution. Mais elle ne pouvait rester dans une relation où elle devait constamment se battre pour sa place, prouver sa valeur, être vue comme un obstacle à surmonter plutôt qu'une partenaire à chérir. La guerre pour l'avenir de Bernard avait commencé pour de bon, et Angela refusait d'être un dommage collatéral. Chapitre 5, combattre le passé. Angela passa la nuit dans sa chambre, emballant méthodiquement ses affaires tout en essayant d'ignorer le bruit des pas de Bernard arpentant le salon. Elle avait appelé Elite Care Solutions pour demander une nouvelle affectation, mais le directeur avait insisté pour qu'elle termine son contrat actuel. Bernard avait apparemment payé pour un autre mois de soins, non remboursable. L'obligation professionnelle la piégeait dans une situation que son cœur ne pouvait endurer. Tout son instinct lui disait de fuir avant de se perdre complètement pour un homme qui choisirait toujours son empire plutôt que son amour. À l'aube, elle émergea pour trouver Bernard toujours éveillé, assis sur le canapé avec son ordinateur portable, entouré de documents financiers et de dossiers juridiques. Il avait l'air hagard, vieilli, comme si la nuit lui avait ajouté des années. « Avez-vous dormi un peu » demanda-t-elle, sa formation d'infirmière prenant le pas sur sa douleur personnelle. « Impossible. » La voix de Bernard était rauque d'épuisement. « J'ai réfléchi à ce que les Ashworth ont dit, à la réunion du conseil d'aujourd'hui, au plan de Richard. » Angela se dirigea vers la cuisine, ayant besoin de la routine de la préparation du café pour garder ses mains stables. « Et quelle conclusion avez-vous tirée ? » Que je me suis battu pour la mauvaise cause, dit doucement Bernard. J'ai essayé de prouver que je suis le même homme qu'avant l'accident, alors que le problème est peut-être justement que je suis le même homme, obsédé par le contrôle, terrifié par la vulnérabilité, choisissant le pouvoir plutôt que les gens. Angela s'arrêta dans sa préparation du café, entendant quelque chose de nouveau dans sa voix. Les Ashworth veulent que je choisisse entre toi et tout ce que j'ai construit, poursuivit Bernard. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tout ce que j'ai construit n'était qu'un monument élaboré à ma propre douleur. Ce n'était pas vivre, c'était exister. Il se leva prudemment, les jambes encore raides de sa nuit d'insomnie, et s'avança vers elle. J'ai passé 4 ans à construire des murs si hauts que rien ne pourrait plus me blesser. Puis tu es entré dans ma vie et tu m'as montré que ces murs ne me protégeaient pas. Il m'étouffait. Bernard. Je ne les choisis pas eux, l'interrompit-il fermement. Je te choisis toi. Je nous choisis, quel qu'en soit le prix. Angela sentit son cœur bondir, mais des années passées à se protéger la rendaient prudente. Et votre entreprise, votre fondation, toutes les vies que votre travail pourrait sauver? Nous compterons toujours, dit Bernard en prenant ses mains. Mais pas plus que la vie que je pourrais construire avec toi, pas plus que l'amour que tu m'as donné. Avant qu'Angela ne puisse répondre, le téléphone de Bernard sonna. Le nom de Robert clignota sur l'écran. Monsieur, j'ai découvert quelque chose sur Richard Stone que vous devez voir immédiatement.
La voix de Robert était tendue par l'excitation et la peur. Pouvez-vous me rejoindre au bureau et amener votre équipe juridique? 1 heure plus tard, ils étaient assis dans la salle de conférence du bureau de Bernard tandis que Robert exposait une série de preuves dévastatrices. Des documents financiers, des communications par email et des relevés bancaires peignaient le tableau d'une trahison d'entreprise systématique. Richard détourne des fonds de l'entreprise depuis 18 mois, expliqua Robert, la voix tremblant légèrement. Mais c'est plus sophistiqué qu'un simple vol. Il manipule les budgets des projets, gonfle les coûts des fournisseurs et écrème la différence vers des comptes offshore. Angela regarda Bernard assimiler l'information avec la concentration froide qui l'avait rendu légendaire dans les cercles d'affaires. C'était le milliardaire que le monde connaissait, analytique, impitoyable, totalement en contrôle. Combien? Demanda doucement Bernard. Environ 8 millions de dollars, répondit Robert. Mais le vol de propriété intellectuelle vaut potentiellement 10 fois ce montant. Il vend nos données de recherche à des concurrents, sabote nos demandes de brevets et mine délibérément des projets qui augmenteraient la valeur de l'entreprise. L'expression de Bernard s'assombrit à chaque révélation. Pourquoi? Ma meilleure hypothèse? Il avait besoin d'argent rapidement pour couvrir des dettes de jeu et de mauvais investissements. Puis, quand vous avez eu l'accident, il a vu une opportunité de se positionner comme le leadership responsable et alternatif. Les pièces s'emboîtaient avec une clarté écœurante. Richard n'avait pas seulement été ambitieux, il avait été désespéré, utilisant le rétablissement de Bernard comme couverture pour des vols et des sabotages de plus en plus audacieux. Il y a autre chose, poursuivit Robert avec hésitation. J'ai trouvé des communications entre Richard et les Ashworth. Ils coordonnent leurs attaques sur votre leadership. Richard leur a fourni des informations sur votre relation avec Angela, et ils l'ont alimenté en renseignements sur les inquiétudes des membres du conseil. Angela se sentit nauséeuse. La famille Ashworth ne protégeait pas seulement la mémoire de Victoria, ils collaboraient activement avec un criminel pour détruire la vie de Bernard. Nous devons convoquer une réunion d'urgence du conseil, dit finalement Bernard. Aujourd'hui. Avant que Richard ne puisse faire plus de dégâts. Monsieur, êtes-vous sûr d'être prêt pour ce genre de confrontation? Demanda Robert. Le stress, votre rétablissement. Je suis prêt, répondit Bernard avec de l'acier dans la voix. Et cette fois, je ne me bats pas seul. Il se tourna vers Angela, son expression intense mais plus torturée. Te tiendras-tu à mes côtés? Pas comme mon infirmière, mais comme la femme que j'aime. Angela regarda cet homme qu'il avait choisi au détriment de son monde sûr et contrôlé, qui était prêt à se battre pour leur avenir quel qu'en soit le coût. Toujours. La réunion d'urgence du conseil fut convoquée à 14 heures par visioconférence sécurisée. 12 membres du conseil apparurent à l'écran, leurs visages reflétant la confusion et l'inquiétude. Richard Stone était assis à la table de conférence avec Bernard et Angela, sa façade confiante commençant à se fissurer alors qu'il réalisait que quelque chose avait changé. Membre du conseil, commença Bernard, sa voix portant une autorité absolue. Merci de vous joindre à cette session d'urgence. Nous sommes ici pour traiter d'une activité criminelle grave qui menace les fondations de cette entreprise. Il exposa les preuves avec une précision méthodique, des documents financiers montrant les détournements de Richard, des communications prouvant le vol de propriété intellectuelle, et des documents attestant du sabotage délibéré des projets de l'entreprise. Le visage de Richard passa de confiant à pâle, puis à désespéré, à mesure que l'étendue de son exposition devenait claire. C'est absurde, balbutia Richard. Bernard ne pense clairement pas de manière rationnelle. Son traumatisme crânien, sa relation inappropriée avec son infirmière. Ma relation avec Angela n'a rien à voir avec vos crimes, l'interrompit froidement Bernard. Bien que je comprenne que vous l'ayez utilisé comme diversion pour votre vol. Bernard passa à la diapositive suivante, montrant les communications entre Richard et les Ashworth. Vous avez également collaboré avec des parties extérieures pour miner mon leadership tout en volant l'entreprise qui vous faisait confiance. Les expressions des membres du conseil passèrent de la confusion à la colère alors qu'ils assimilaient l'ampleur de la trahison de Richard. James Morrison, le membre le plus puissant du conseil, se pencha en avant avec une fureur froide. Richard, est-ce vrai? Je protégeais cette entreprise du jugement compromis de Bernard, dit Richard désespérément. Son accident a affecté ses fonctions cognitives, sa capacité de décision. Mes fonctions cognitives vont très bien, dit Bernard avec une autorité tranquille, comme en témoigne ma capacité à découvrir votre activité criminelle et à la présenter à ce conseil.
Le vote pour renvoyer Richard Stone fut unanime. En quelques minutes, la sécurité l'escortait hors du bâtiment tandis que les avocats de l'entreprise entamaient des poursuites pénales. Je veux répondre directement aux inquiétudes concernant mon leadership, poursuivit Bernard après le départ de Richard. Certains d'entre vous ont remis en question mon jugement, mes priorités et ma relation avec Angela Morris. Angela se tendit, mais la voix de Bernard resta stable et sûre. Angela n'est pas seulement mon infirmière, c'est la femme qui m'a sauvé la vie de toutes les manières possibles. Sa présence dans ma vie a fait de moi un meilleur leader, pas un leader compromis. Elle m'a rappelé que cette entreprise existe pour améliorer des vies, pas seulement pour générer des profits. Il exposa sa vision pour restructurer l'entreprise autour de technologies médicales abordables, pour étendre leurs initiatives caritatives, pour utiliser leur succès afin de créer un changement positif dans le monde. Je ne vous demande pas d'approuver ma vie personnelle, conclut Bernard. Je vous demande de juger mon leadership sur les résultats, la vision et la valeur à long terme que je crée pour cette entreprise et les gens que nous servons. Lorsque le vote fut appelé, le leadership de Bernard fut réaffirmé par une écrasante majorité. Un seul membre du conseil s'abstint et aucun ne vota contre lui. Une fois la réunion terminée, Angela et Bernard s'assirent dans son bureau alors que le soleil de fin d'après-midi inondait la pièce à travers les baies vitrées. « Alors, dit doucement Angela, tu m'as vraiment choisi. »« J'ai choisi nous, » corrigea Bernard en la tirant dans ses bras. « J'ai choisi l'avenir que nous pourrions construire ensemble plutôt que le passé derrière lequel je me cachais. » « Et les Ashworth ? Ils n'abandonneront pas facilement. »« Qu'ils essaient, » dit Bernard avec une confiance tranquille. « Ils n'ont plus aucun pouvoir sur moi. Plus aucun levier, plus aucune culpabilité, plus aucune emprise sur mon avenir. » Ce soir-là, ils retournèrent aux Pentous en tant que partenaires dans tous les sens du terme. L'équipement médical avait enfin disparu, remplacé par des signes de leur vie commune, les livres d'Angela sur les étagères, des photos de leur temps ensemble, preuve d'une relation qui était passée de la nécessité professionnelle à un amour authentique. « J'ai quelque chose pour toi, » dit Bernard en sortant une petite boîte en velours de la poche de sa veste. Le souffle d'Angela se coupa lorsqu'il l'ouvrit pour révéler une magnifique bague en saphir et diamant, ni pas accent grave-l'œil ni ostentatoire, mais élégante et intemporelle. « Il ne s'agit pas de remplacer ce que nous avons perdu ou de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, » dit Bernard en lui prenant la main. « Il s'agit de l'avenir que nous allons construire ensemble, de l'amour qui a déjà changé nos deux vies. » Bernard. « Épouse-moi, Angela. Pas à cause de la pression, de la convenance ou de la crise, mais parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Parce que tu m'as montré que la vraie force vient de la vulnérabilité, que le vrai succès vient de la connexion, et que le vrai amour vaut la peine de se battre. » Angela regarda cet homme qui était passé de patient brisé à son plus grand amour, qui avait choisi leur avenir plutôt que son passé, qui avait prouvé que l'amour pouvait effectivement vaincre la peur. « Oui, » murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. « Oui, je t'épouserai. » Alors que Bernard glissait la bague à son doigt, Angela réalisa qu'ils avaient gagné bien plus qu'une bataille d'entreprise. Ils avaient gagné le droit de construire une vie basée sur l'amour au lieu de l'obligation, le partenariat au lieu du pouvoir, l'espoir au lieu de la peur. Le plus dur était passé. Maintenant, ils pouvaient se concentrer sur le magnifique début qui les attendait. Mais d'abord, ils avaient un dernier défi à relever, une nouvelle qui arriverait dans 2 semaines à peine, une nouvelle qui testerait leur bonheur tout neuf d'une manière qu'ils ne pouvaient imaginer. La mère d'Angela allait avoir besoin d'eux d'une façon qui changerait tout, une fois de plus. Chapitre 6, la vraie épreuve de l'amour. 2 semaines après la demande en mariage de Bernard, Angela reçut l'appel qui brisa leur paix retrouvée. Elle était dans le bureau de Bernard, planifiant leur fête de fiançailles pendant qu'il travaillait sur la restructuration caritative de l'entreprise, quand son téléphone sonna avec le numéro de sa mère. « Angela, ma chérie. » La voix de Carmen Morris était tendue, essayant de paraître décontractée malgré une détresse évidente. « Je dois te dire quelque chose. Je suis à l'hôpital. » Le sang d'Angela se glaça. « Que s'est-il passé? Es-tu blessé? » « Je me suis effondré au travail hier. Je pensais que c'était juste de l'épuisement, mais les médecins veulent faire des tests. » La voix de Carmen vacilla légèrement. « Ils ont trouvé des anomalies. Le docteur Patterson veut faire une biopsie. » Le mot biopsie frappa Angela comme un coup physique. Elle s'affaissa sur la chaise la plus proche, sa main tremblant en serrant le téléphone. « Je serai là dans 2 heures, dit immédiatement Angela.
Ne prends aucune décision avant mon arrivée. Après avoir raccroché, Angela resta assise dans un silence stupéfait. Bernard leva les yeux de son ordinateur portable, notant immédiatement son teint cendré. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il en venant à ses côtés. « Ma mère. Il pense qu'elle pourrait avoir un cancer. » Les mots semblaient irréels en franchissant les lèvres d'Angela. Sans hésitation, Bernard ferma son ordinateur et prit sa veste. « Je te conduis à Baltimore. » Pendant les 3 heures de route vers l'hôpital John Hopkins, Angela fixa la fenêtre tandis que Bernard gérait la logistique, appelant son pilote pour mettre le jet en attente, contactant les meilleurs oncologues du pays, se préparant à tout ce qu'il pourrait affronter. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » dit doucement Angela. « Ce n'est pas ta responsabilité. »« Ta famille et ma famille maintenant, » répondit simplement Bernard. « Nous affrontons cela ensemble. » À l'hôpital, ils trouvèrent Carmen dans une chambre privée que Bernard avait discrètement organisée, paraissant plus petite que ses 55 ans, mais conservant la dignité qui avait porté sa famille à travers des années de difficultés. « Vous devez être Bernard, » dit chaleureusement Carmen, malgré les circonstances. « Merci d'avoir amené ma fille ici si rapidement. »« Madame Morris, » dit doucement Bernard en lui prenant la main. « Je suis désolé que nous nous rencontrions dans ces circonstances. » Le docteur Patricia Chen, l'oncologue de Carmen, arriva avec des résultats de tests qui confirmèrent leurs pires craintes. Cancer du pancréas agressif, stade 3, avec propagation aux ganglions lymphatiques voisins. Avec un traitement traditionnel, chimiothérapie et radiothérapie, nous visons à prolonger la qualité de vie plutôt que la guérison, expliqua doucement le docteur Chen. Le pronostic est de 12 à 18 mois. Angela sentit le monde basculer sous ses pieds. 12 à 18 mois n'était pas suffisant. Ils venaient juste de trouver le bonheur, de se fiancer, de commencer à planifier un avenir ensemble. Y a-t-il d'autres options ? Demanda immédiatement Bernard. Il y a un programme de traitement expérimental ici à Hopkins, répondit le docteur Chen. Une combinaison d'immunothérapie ciblée et de radiothérapie de précision qui a montré des résultats prometteurs dans les premiers essais. Mais c'est extrêmement coûteux, environ 400 000 $ pour le protocole complet, et non couvert par l'assurance. Le cœur d'Angela sombra. Même avec ses revenus accrus chez Elite Care Solutions, une telle somme était impossible. L'assurance de sa mère couvrirait le traitement de base, mais pas les procédures expérimentales. Quels sont les taux de réussite pour le traitement expérimental ? Demanda Bernard. Prometteur, mais non garanti. Nous voyons une espérance de vie prolongée de 3 à 5 ans chez 60% des patients, avec 20% de chances de rémission complète. Nous le prenons, dit immédiatement Bernard. Bernard, non. Angela se tourna vers lui, les yeux écarquillés. Tu ne peux pas. Docteur Chen, que devons-nous faire pour faire admettre Madame Morris dans le programme ? Poursuivit Bernard comme si Angela n'avait pas parlé. Je devrais passer quelques appels, mais vu son état et nos inscriptions actuelles, nous pourrions probablement organiser l'admission dans la semaine. Cependant, les arrangements financiers devraient être confirmés. Ce ne sera pas un problème, l'interrompit Bernard. Je demanderai à mon assistant de contacter votre service de facturation aujourd'hui. Après le départ du docteur Chen pour entamer le processus d'inscription, Angela se tourna vers Bernard avec un mélange de gratitude et de fureur. Tu ne peux pas payer le traitement de ma mère, dit-elle, la voix tremblante. 400 000 $, Bernard. Ce n'est pas juste de l'argent. C'est un engagement, une obligation qui change tout entre nous. Cela ne change rien, dit fermement Bernard, sauf que ta mère pourra vivre. Mais si ça ne marche pas entre nous ? Si tu décides que je ne vaux pas l'investissement ? Si. Arrête. Les mains de Bernard vinrent encadrer son visage, son toucher doux, mais sa voix absolue. Penses-tu vraiment que j'utiliserai un jour la vie de ta mère comme moyen de pression contre toi ? Penses-tu si peu de bien de l'homme que tu as accepté d'épouser ? Les yeux d'Angela s'emplirent de larmes. Je pense que tu es merveilleux, trop merveilleux, et je suis terrifié à l'idée de te devoir quelque chose que je ne pourrai jamais rembourser. Tu m'as déjà donné quelque chose que je ne pourrai jamais rembourser, dit doucement Bernard. Tu m'as rendu ma vie, ma capacité à aimer, mon avenir. 400 000 $, ce n'est rien comparé à ça. Ce n'est pas rien pour moi, protesta Angela. C'est plus d'argent que ma famille n'en gagnera en une décennie. C'est ce que je veux faire pour la femme que j'aime et la mère qui l'a élevée, l'interrompit Bernard.
Angela, j'ai plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 10 vies. Laisse-moi l'utiliser pour quelque chose qui compte. Carmen écoutait leur échange avec une inquiétude croissante. Je ne veux pas causer de problème entre vous deux, dit-elle doucement, si ce traitement cause un conflit. Ce n'est pas le cas, dit fermement Bernard, ne quittant jamais Angela des yeux. Il n'y a pas de conflit ici. Juste de la peur, et la peur nous fait dire des choses que nous ne pensons pas. Angela regarda sa mère, la femme qui avait tout sacrifié pour élever ses enfants, et Bernard, l'homme qui était prêt à tout sacrifier pour les sauver. Le poids d'accepter une telle générosité semblait écrasant. Je ne peux pas juste prendre ton argent, dit Angela désespérément. Alors épouse-moi, répondit Bernard. Demain, aujourd'hui. Tout de suite, si possible. Le souffle d'Angela se coupa. Quoi? Épouse-moi aujourd'hui, répéta Bernard, la voix stable et sûre. Pas dans 6 mois avec une grande cérémonie et une planification parfaite. Épouse-moi maintenant, dans cet hôpital, avec ta mère comme témoin. Bernard, c'est de la folie. C'est pratique, corrigea Théil. Si nous sommes mariés, alors le traitement de ta mère n'est pas de la charité. C'est la famille qui prend soin de la famille. Si nous sommes mariés, alors tout ce que j'ai est à toi aussi, et tu n'auras jamais à te sentir redevable. Angela le fixa, cet homme extraordinaire qui offrait de réorganiser toute sa vie pour apaiser ses peurs. Tu veux te marier dans un hôpital? Je veux t'épouser ou tu voudras bien de moi, dit simplement Bernard. Mais oui, je pense que c'est parfait. Nous nous sommes rencontrés dans un hôpital. Tu m'as sauvé la vie dans un hôpital. Maintenant, nous pouvons promettre de nous sauver l'un l'autre dans un hôpital. Carmen pleurait ouvertement, émue par la profondeur de l'amour de Bernard pour sa fille. Ma chérie, dit-elle à Angela, cet homme ne te demande pas de l'épouser à cause de ma maladie. Il te demande de l'épouser malgré elle. Il choisit d'assumer une belle-mère malade alors qu'il pourrait fuir les complications. Mais notre fête de fiançailles, nos plans peuvent toujours se faire, dit Bernard. Nous ferons la célébration plus tard avec tous nos amis, la robe parfaite et les fleurs. Mais maintenant, aujourd'hui, je veux faire de toi ma femme pour qu'il n'y ait jamais de doute sur ma position ou ce que tu signifies pour moi. Angela regarda Bernard, cet homme qui était passé de patient à amant, puis à fiancé et à son plus grand champion en l'espace de 6 mois. Il était prêt à l'épouser dans une chambre d'hôpital pour apaiser ses craintes d'accepter de l'aide. Il était prêt à dépenser une fortune pour un traitement expérimental pour une femme qu'il venait de rencontrer. Il était prêt à se lier à elle de façon permanente face à une crise médicale et à la complexité familiale. D'accord, murmura-t-elle. Oui, marions-nous aujourd'hui. 3 heures plus tard, il se tenait dans la chapelle de l'hôpital avec Carmen en fauteuil roulant comme témoin. Angela portait la robe dans laquelle elle avait voyagé, une simple robe portefeuille bleu marine que Bernard trouvait magnifique sur elle. Bernard portait son costume d'affaires sans la cravate, ses cheveux encore ébouriffés d'avoir passé ses mains dedans pendant le processus d'admission de Carmen. L'aumônier était un homme âgé qui avait marié des centaines de couples dans des circonstances similaires. L'amour testé par la crise, l'engagement forgé dans le feu de l'urgence. Voulez-vous, Bernard, prendre Angela pour épouse, dans la maladie et la santé, dans la richesse et la pauvreté, dans la joie et la peine? Je le veux, dit Bernard, la voix forte et sûre. Je la prends avec tout mon cœur, tout mon amour et tout mon avenir. Voulez-vous, Angela, prendre Bernard pour époux, dans la maladie et la santé, dans la richesse et la pauvreté, dans la joie et la peine? Angela plongea son regard dans celui intense de Bernard et y vit tout ce dont elle avait besoin. Amour, engagement, partenariat, espoir. Je le veux, dit-elle à travers ses larmes. Je le prends complètement, avec gratitude, pour toujours. Ils échangèrent la bague de fiançailles en saphir contre une simple alliance en platine que Bernard avait achetée à la boutique de l'hôpital. Lorsque l'aumônier les prononça mari et femme, leur baiser fut tendre et plein de promesses pour toutes les tempêtes qu'ils traverseraient ensemble. Félicitations, Madame Ellison, murmura Bernard contre ses lèvres. Merci, Monsieur Ellison, répondit Angela, s'émerveillant de la justesse de son nouveau nom. Ce soir-là, tandis que Carmen commençait la préparation pré-traitement, Angela et Bernard s'installèrent dans un hôtel voisin en tant que mari et femme. Leur nuit de noces fut calme, tendre, pleine de doux touchés et de promesses murmurées. Des regrets, demanda Bernard alors qu'ils étaient allongés ensemble dans l'obscurité, la tête d'Angela sur sa poitrine.
Seulement que mon père n'ait pas pu me conduire à l'hôtel, dit doucement Angela. Mais il vous aurait aimé. Il aurait été si reconnaissant que quelqu'un m'aime assez pour prendre soin de notre famille. Je n'ai pas l'impression de prendre soin de ta famille, dit Bernard, ses bras se resserrant autour d'elle. J'ai l'impression de gagner enfin la famille que j'ai toujours voulu. 3 jours plus tard, Carmen commença le traitement expérimental qui allait lui sauver la vie. Bernard resta avec Angela à chaque rendez-vous, lui tint la main pendant les moments effrayants, et parvint d'une manière ou d'une autre à rendre les salles de traitement stériles moins effrayantes par sa présence tranquille. Tu sais, dit Carmen à Angela lors d'une de ses séances de perfusion, j'ai passé des années à m'inquiéter de qui prendrait soin de toi après mon départ. Je n'avais jamais imaginé que quelqu'un t'aimerait assez pour prendre soin de moi aussi. Angela serra la main de sa mère tout en regardant Bernard se coordonner avec son équipe médicale, ses compétences en affaires appliquées pour s'assurer qu'elle reçoive les meilleurs soins possibles. Elle avait épousé un homme qui prouvait que l'amour ne consistait pas seulement en de grands gestes ou des moments passionnés. L'amour, c'était être présent, se battre l'un pour l'autre, et choisir de construire quelque chose de beau même lorsque les fondations semblaient incertaines. Ils étaient mariés maintenant, engagés à affronter tout ce qui viendrait ensuite en tant que partenaires. Angela n'avait plus l'impression d'accepter la charité. Elle se sentait partie intégrante d'une équipe prête à tout pour protéger les êtres aimés. Le traitement fonctionnerait, bien qu'ils ne le sauraient pas avant des semaines. Ce qui comptait maintenant, c'était qu'ils avaient prouvé que leur amour pouvait survivre à l'épreuve de la crise, que leur engagement était assez fort pour affronter n'importe quelle tempête. En tant que jeunes mariés confrontés à leur premier défi majeur ensemble, ils avaient réussi haut la main. Chapitre 7, Rédemption et révélation. 6 semaines après leur mariage à l'hôpital, Carmen Maurice réagissait remarquablement bien au traitement expérimental. Son oncologue, le docteur Chen, avait prudemment relevé son pronostic d'une qualité de vie prolongée à une possible rémission, alors que les tumeurs rétrécissaient et que les analyses sanguines s'amélioraient au-delà de leurs projections les plus optimistes. Angela et Bernard s'étaient installés dans la vie conjugale avec une aisance surprenante, partageant leur temps entre Chicago et Baltimore tout en gérant à la fois la restructuration caritative de son entreprise et les soins de sa mère. Leur relation s'était approfondie à travers la crise partagée, prouvant que leur amour pouvait survivre aux pressions du monde réel au-delà des intrigues d'entreprise et des interférences familiales. Mais leur paix fut brisée lorsque William Ashworth intenta un procès qui menaçait tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Une demande de mise sous tutelle, demanda Angela incrédule, lisant les documents juridiques qui avaient été livrés à leur pantouse. Il prétend que tu es mentalement incompétent. Le visage de Bernard était sombre alors qu'il examinait le dossier volumineux. William soutient que mon traumatisme crânien a causé une déficience cognitive permanente et que mes décisions récentes t'épouser, financer le traitement de ta mère, restructurer l'entreprise prouvent que je ne suis plus capable de gérer mes affaires. Le procès était exhaustif et vicieux. William Ashworth avait réuni une équipe juridique coûteuse pour faire valoir que les changements de personnalité de Bernard depuis l'accident, sa relation avec Angela, son virage vers le travail caritatif, sa moindre focalisation sur la maximisation des profits, démontraient qu'il n'était plus mentalement compétent pour contrôler sa fortune. Ils veulent qu'il soit déclaré ton tuteur, dit Angela, la voix serrée par la fureur. Il aurait le contrôle total sur ton argent, tes décisions d'affaires. Même ta vie personnelle. Y compris l'autorité d'annuler notre mariage, ajouta sombrement Bernard. William soutient que je manquais de la capacité mentale pour consentir au mariage. Angela se sentit malade. Après tout ce qu'ils avaient survécu, après avoir prouvé leur amour à travers la crise et l'engagement, William Ashworth essayait de détruire leur relation par la manipulation juridique. Peut-il vraiment faire ça, demanda-t-elle. Avec le bon juge et assez de témoignages médicaux sur les effets des lésions cérébrales? C'est possible, admit Bernard. Les cas de lésions cérébrales sont complexes, et les changements de personnalité peuvent être interprétés comme une déficience cognitive si vous avez des avocats habiles pour plaider l'argument. Les semaines suivantes devinrent un cauchemar de préparation juridique et d'évaluation psychologique. Les avocats de William exigèrent des tests neurologiques approfondis, des évaluations psychiatriques et des évaluations cognitives conçues pour trouver toute preuve de déficience mentale. C'est humiliant, dit Angela, après avoir vu Bernard endurer sa 3e évaluation psychologique en 2 semaines. Les tests le traitaient comme un spécimen plutôt que comme un homme brillant qui avait bâti un empire. C'est stratégique, répondit Bernard avec lassitude. Ils espèrent que le processus lui-même me fera paraître instable, une mort à petit feu. L'attention médiatique était brutale.
Les gros titres questionnaient si l'effondrement du milliardaire prouvait qu'il était mentalement inapte, et si son mariage avec son ancienne infirmière était la preuve d'un jugement compromis. Les paparazzi suivaient Angela au traitement de sa mère, transformant chaque visite à l'hôpital en spectacle public. Peut-être devrais-je disparaître quelque temps, suggéra Angela, après qu'un article particulièrement vicieux l'ait décrite comme une opportuniste cupide exploitant un patient atteint de lésions cérébrales, si notre mariage est utilisé comme preuve contre toi. Tu ne vas nulle part, dit Bernard férocement. Au contraire, tu es la preuve que mon jugement n'a jamais été meilleur. Tu m'as rendu plus heureux, plus concentré, plus performant que je ne l'ai jamais été. La percée dans leur défense juridique vint d'une source inattendue. David, travaillant désormais comme associé junior dans un cabinet d'avocats prestigieux, passait ses soirées à rechercher l'histoire juridique et financière de William Ashworth. J'ai trouvé quelque chose, annonça David, arrivant au Pantouse tard un soir avec une pile de documents. William Ashworth a déjà fait ça, plusieurs fois. Que veux-tu dire, demanda Bernard, levant les yeux de ses propres préparatifs juridiques. En 1998, il a demandé que son propre père soit déclaré incompétent après que le vieil homme eut fait don d'une part importante de la fortune familiale à des causes environnementales, expliqua David. L'affaire a été rejetée, mais pas avant d'avoir détruit la réputation et la santé de son père. L'homme est mort 6 mois plus tard, apparemment de complications liées au stress. Angela sentit une compréhension glaciale l'envahir. Il utilise la même stratégie. Exactement. Et en 2005, il a tenté d'obtenir la tutelle de sa sœur lorsqu'elle a épousé quelqu'un qu'il désapprouvait, un musicien de jazz de la Nouvelle-Orléans. Le schéma est clair. William Ashworth utilise les contestations de compétences pour contrôler les membres de la famille qui prennent des décisions qu'il n'aime pas. Armé de ces informations, l'équipe juridique de Bernard changea de stratégie. Au lieu de simplement défendre sa compétence, ils passèrent à l'offensive, dépeignant William comme un homme manipulateur ayant l'habitude d'utiliser les tribunaux pour contrôler les autres. L'audience de compétence fut programmée pour un matin froid de mars au tribunal du comté de Cook. Angela était assise dans la galerie, les mains crispées sur ses genoux, regardant l'homme qu'elle aimait se battre pour son droit fondamental à faire ses propres choix. Les avocats de William Ashworth présentèrent leur dossier avec une efficacité polie. Ils appelèrent des neurologues qui témoignèrent des effets potentiels à long terme des traumatismes crâniens. Ils présentèrent des analystes commerciaux qui remirent en question la récente orientation caritative de Bernard. Ils firent venir un psychiatre qui suggéra que le mariage de Bernard avec son ancienne infirmière montrait un jugement altéré concernant les relations appropriées. Angela voulait hurler à chaque insinuation, à chaque suggestion que l'aimer était une preuve d'instabilité mentale. Mais la défense de Bernard fut magistrale. Ses avocats appelèrent des collègues qui témoignèrent de sa brillance continue dans les affaires. Ils présentèrent des analystes financiers montrant que ces initiatives caritatives avaient en fait augmenté la valeur de l'entreprise et la satisfaction des employés. Ils firent venir des témoins de moralité qui parlèrent de sa clarté d'esprit et de son bon jugement. Le docteur Patricia Williams, la neurologue qui avait supervisé le rétablissement de Bernard, livra un témoignage particulièrement puissant. Les fonctions cognitives de M. Ellison sont revenues à des niveaux de base, témoigna-t-elle. Sa capacité de décision, sa mémoire et son jugement se situent tous dans des plages normales. Les changements de personnalité décrits par le requérant empathie accrue, plus grande attention aux relations, intérêts caritatifs élargis ne sont pas des signes de lésion cérébrale. Ce sont des signes de croissance émotionnelle et de guérison du deuil. Lorsque Bernard prit la barre, il parla avec une dignité tranquille de son rétablissement, de son mariage et de sa vision d'utiliser sa richesse pour créer un changement positif. « Votre honneur, dit-il, on m'accuse d'avoir un jugement altéré parce que je suis tombé amoureux de mon infirmière et que j'ai choisi d'utiliser ma richesse pour aider les autres. Si ce sont là des signes d'incompétence mentale, alors je suis fier d'être incompétent. » Il parla avec éloquence du caractère d'Angela, du traitement expérimental qui sauvait la vie de Carmen, de sa décision de restructurer son entreprise autour de technologies médicales abordables. « J'aimais profondément Victoria Ashworth, poursuivit Bernard, la voix stable malgré l'émotion. Sa mort m'a presque détruit, et j'ai passé 4 ans à vivre dans un désert émotionnel. Angela n'a pas endommagé mon jugement, elle l'a restauré. Elle m'a rappelé que la vie est plus que l'accumulation de richesses et de pouvoir. » Lorsqu'Angela fut appelée à témoigner, elle parla honnêtement de leur relation, de leur début professionnel et de leur croissance personnelle. « Je suis tombée amoureuse du cœur de Bernard, pas de son compte en banque, dit-elle simplement. Tout ce que nous avons construit ensemble est basé sur le respect mutuel,
des valeurs partagées et une affection sincère. Notre mariage n'était pas le résultat d'un jugement altéré, c'était le résultat de deux personnes choisissant de construire quelque chose de beau ensemble. Les recherches de David s'avérèrent cruciales lorsque les avocats de Bernard présentèrent les preuves du schéma de William utilisant les contestations de compétences pour contrôler les membres de sa famille. Le schéma était accablant, montrant un homme qui transformait le système judiciaire en arme contre quiconque défiait ses volontés. La décision du juge fut rapide et décisive. Le tribunal ne trouve aucune preuve que M. Ellison manque de la capacité mentale pour gérer ses affaires, annonça le juge Harrison. Le requérant n'a pas réussi à prouver que tomber amoureux, s'engager dans des œuvres caritatives ou prendre des décisions commerciales basées sur des valeurs personnelles constitue une incompétence mentale. Cela semble être une tentative de contrôler les choix de M. Ellison plutôt que de protéger son bien-être. Le jugement alla plus loin, ordonnant à William Ashworth de payer les frais juridiques de Bernard et émettant une ordonnance restrictive empêchant de futures contestations de compétences frivoles. À l'extérieur du tribunal, Bernard attira Angela dans ses bras, tous deux pleurant de soulagement et d'épuisement. « C'est fini » chuchota Théil dans ses cheveux. William Ashworth a joué sa dernière carte et a perdu. Nous sommes libres de construire notre vie sans interférence. Ce soir-là, ils célébrèrent tranquillement avec Carmen, David et leurs amis les plus proches. Carmen était radieuse et en bonne santé, son traitement progressant si bien que le docteur Chen avait commencé à discuter des délais de rémission. David s'était vu offrir un poste permanent au département juridique de Bernard après son brillant travail de recherche. « J'ai une annonce à faire » dit Bernard en levant sa coupe de champagne. Angela et moi avons décidé de créer la Fondation Victoria Ashworth pour l'innovation médicale, une division de notre entreprise dédiée au développement et à la distribution de dispositifs médicaux vitaux à prix coûtant aux communautés qui ne peuvent se permettre des soins de santé traditionnels. La pièce devint silencieuse alors que chacun assimilait la signification de nommer la fondation d'après Victoria. « Vous honorez sa mémoire » dit doucement Carmen, les larmes aux yeux. Victoria aurait aimé l'idée d'utiliser la technologie médicale pour aider ceux qui en ont le plus besoin, répondit Bernard. Et il semble juste de s'assurer que son héritage soit de sauver des vies, pas de les contrôler. Elizabeth Ashworth avait assisté à l'audience, assise au dernier rang avec une expression qu'Angela ne pouvait déchiffrer. Après, elle s'était approchée d'eux à l'extérieur du tribunal. « Je vous dois des excuses à tous les deux » avait dit Elizabeth doucement. « William et moi, nous avions tellement peur de perdre la mémoire de Victoria que nous avons essayé de la préserver en contrôlant la vôtre. Mais en vous voyant ensemble, en voyant comment vous honorez sa mémoire à travers votre travail caritatif, je réalise que nous avions tort. » Elle s'était tournée directement vers Angela. « Mon comportement envers vous était inexcusable. Victoria aurait honte de la façon dont j'ai traité la femme qui a ramené le bonheur dans la vie de Bernard. » La conversation avait été brève mais significative, suggérant que peut-être toute la famille de Victoria n'était pas déterminée à détruire leur bonheur. 3 mois plus tard, Bernard et Angela organisèrent leur réception de mariage officielle au Jardin botanique de Chicago. Carmen était officiellement en rémission, rayonnante de santé alors qu'elle dansait avec son nouveau gendre. David porta un toast à sa sœur qui avait trouvé un homme digne de sa force et de sa compassion. Elizabeth Ashworth était présente, apportant avec elle un magnifique vase en cristal ayant appartenu à Victoria. Ce n'était pas un cadeau offert par culpabilité, mais une véritable bénédiction. « Je veux que tu aies ceci » avait dit Elizabeth à Angela. Victoria croyait que l'amour engendre plus d'amour, qu'ouvrir son cœur ne diminue en rien ce qui a précédé, mais élargit le champ des possibles. Je pense qu'elle voudrait que tu aies quelque chose de beau pour votre nouvelle maison. Alors qu'Angela et Bernard dansaient sur la même chanson qu'ils avaient choisie dans la chapelle de l'hôpital des mois plus tôt, ils repensèrent au chemin parcouru. Ils avaient survécu à une crise médicale, à une trahison d'entreprise, aux ingérences familiales et à une guerre juridique. Ils avaient prouvé que leur amour pouvait résister à n'importe quelle épreuve. Des regrets, demanda Bernard, faisant écho à la question de leur nuit de noces. Seulement qu'il ait fallu un accident de voiture pour nous réunir, répondit Angela. Mais d'un autre côté, peut-être que certaines choses valent la peine d'attendre. En regardant autour d'eux Carmen en bonne santé et riant aux éclats, David fier et accompli, Elizabeth enfin en paix avec leur relation. Angela réalisa qu'ils avaient construit quelque chose d'extraordinaire. Pas seulement un mariage, mais une famille. Pas seulement de l'amour, mais un héritage. Les batailles les plus rudes étaient derrière eux. Ils pouvaient désormais se concentrer sur la belle vie qui les attendait, bâtie sur des fondations assez solides pour affronter n'importe quelle tempête. Chapitre 8, nouveau départ. 8 mois après leur victoire au tribunal,
Bernard et Angela s'étaient installés dans leur vie conjugale avec la joie de ceux qui se sont battus pour leur bonheur et ont gagné. Carmen était en rémission complète. David avait été promu associé principal dans son cabinet d'avocats, et leur fondation caritative finançait déjà des projets de recherche médicale à travers le pays. Mais leur paix fut menacée lorsqu'une crise commerciale obligea Bernard à faire des choix qui mettraient leur relation à l'épreuve d'une nouvelle manière. La FDA bloque l'approbation de notre nouveau dispositif cardiaque, annonça Bernard en entrant dans leur pentouse après une journée brutale de réunion. Apparemment, quelqu'un leur a fourni de fausses données de sécurité pour tenter de torpiller notre plus grand lancement. Angela leva les yeux des demandes de subvention de la fondation qu'elle examinait. Qui ferait une chose pareille, ma meilleure hypothèse. Medicorp Industries. Il lance un appareil concurrent le trimestre prochain, et notre technologie est nettement supérieure. Bernard desserra sa cravate, l'air épuisé. L'examen de la FDA pourrait prendre 6 mois, ce qui tuerait notre fenêtre de lancement et nous coûterait environ 50 millions de dollars de pertes. Peux-tu te battre? Je vais devoir le faire, dit Bernard d'un ton sombre. Ce qui signifie que les prochains mois vont être intenses. Des journées de 18 heures, des voyages constants, des batailles juridiques, la gestion des médias. Tout ce que j'avais juré de ne plus jamais t'imposer. Angela sentit un frisson familier. Elle avait vu ce que l'obsession du travail pouvait faire à la santé de Bernard et à leur relation. Mais c'était différent. C'était un sabotage externe menaçant l'entreprise qu'ils avaient construite ensemble. De quoi as-tu besoin de ma part? Demanda-t-elle simplement. L'expression de Bernard s'adoucit d'amour et de gratitude. De ta patience. De ta compréhension. Et peut-être de ton aide. Tu comprends les dispositifs médicaux mieux que quiconque dans mon équipe. Et tu connais les applications concrètes mieux que n'importe quel consultant. A eu cours des semaines suivantes, Angela se retrouva entraînée plus profondément dans le monde des affaires de Bernard. Elle assista aux réunions de la FDA, examina les spécifications techniques et aida à élaborer des arguments sur les avantages médicaux réels. Son expérience d'infirmière s'avéra inestimable pour démontrer comment leur appareil pouvait sauver des vies là où les produits concurrents échouaient. Tu as un don pour ça, dit Bernard un soir alors qu'il travaillait tard dans son bureau, entouré de documents techniques et de dossiers juridiques. As-tu déjà envisagé de rendre cette transition permanente? Tu veux dire, quitter les soins infirmiers? Demanda Angela, surprise. Je veux dire élargir ton rôle. Continue à travailler à la clinique de la fondation, mais aide aussi à gérer le côté commercial. Nous formons une bonne équipe, Angela. En tout point l'idée était tentante mais effrayante. Angela avait construit son identité autour des soins infirmiers, autour du soin direct aux personnes. Passer à la direction d'entreprise lui donnait l'impression de trahir tout ce pourquoi elle avait travaillé. Leur conversation fut interrompue par un appel urgent du Dr Chen à Baltimore. Madame Ellison, je dois vous parler des derniers examens de votre mère. Et la voix du Dr Chen était soigneusement contrôlée. Pourriez-vous venir demain matin? Le sang d'Angela se glaça. Carmen allait si bien, sa rémission était si complète qu'ils avaient commencé à croire que le cancer était vraiment vaincu. Quel genre d'examen? Demanda Angela, la main tremblante en serrant le téléphone. L'imagerie de suivi de routine a montré des ombres préoccupantes. Ce n'est peut-être rien, mais je veux effectuer des tests supplémentaires pour en être certaine. Le trajet jusqu'à Baltimore sembla interminable. Carmen les accueillit à l'hôpital, l'air inquiet mais essayant de rester positive pour sa fille. Je suis sûr que ce n'est rien, dit Carmen en attendant le Dr Chen. Juste du tissu cicatriciel ou quelque chose de normal. Mais l'expression du Dr Chen lorsqu'elle entra dans la salle de consultation racontait une autre histoire. Je crains que le cancer ne soit revenu, dit-elle doucement. De petites tumeurs dans le foie et les poumons. La bonne nouvelle est que nous l'avons détecté très tôt et que les tumeurs sont petites. La nouvelle difficile est que cela suggère que le cancer est plus agressif que nous ne le pensions initialement. Angela sentit le monde basculer sous ses pieds. Après tout ce qu'ils avaient traversé, le cancer était de retour. Quelles sont nos options? Demanda immédiatement Bernard, sa main trouvant celle d'Angela. Un autre cycle du traitement expérimental, mais avec des modifications pour cibler cette nouvelle manifestation. Le taux de réussite pour les seconds traitements est plus faible, environ 30% de chances de rémission à long terme. Et le coût? Le Dr Chen hésita. Le coût n'est pas un facteur, affirma Bernard fermement. C'est environ 600 000 $ pour le protocole modifié, poursuivit le Dr Chen. L'assurance ne le couvrira certainement pas puisqu'il est encore expérimental. Angela ferma les yeux, accablée par les chiffres. 600 000 $ en plus des 400 000 $ que Bernard avait déjà dépensés. 1 million de dollars au total pour sauver la vie de sa mère. Nous ferons tout ce qu'il faut, dit Bernard sans hésitation. Plus tard ce soir-là, alors que Carmen commençait à se préparer pour son deuxième cycle de traitement,
Angela et Bernard marchèrent dans les couloirs de l'hôpital où ils étaient tombés amoureux. Je ne peux pas te demander de dépenser encore 600 000 $, dit Angela doucement. Tu ne demandes rien. C'est moi qui propose, répondit Bernard. Angela, nous avons plus d'argent que nous ne pourrions en dépenser en 10 vies. Si je ne peux pas l'utiliser pour sauver les gens que nous aimons, à quoi bon l'avoir, mais si le traitement ne fonctionne pas cette fois? Si on ne fait que jeter de l'argent dans une situation impossible, Bernard s'arrêta et se tourna vers elle. Alors nous aurons investi dans l'espoir. Nous aurons donné à ta mère la meilleure chance possible. Et nous aurons fait tout ce que nous pouvions avec les ressources dont nous disposons. Ces mots faisaient écho à quelque chose que le père d'Angela lui avait dit un jour, on peut vivre avec tout, sauf avec le regret des chances qu'on n'a pas saisies. D'accord, dit-elle en s'appuyant sur sa force. On se bat encore. Le deuxième traitement de Carmen fut plus difficile que le premier. Le protocole modifié était agressif, avec des effets secondaires sévères qui la laissaient faible et nauséeuse. Angela prit congé de son travail à la fondation pour être avec sa mère à plein temps, tandis que Bernard gérait à la fois la crise de la FDA et l'urgence médicale familiale. J'ai l'impression de laisser tomber tout le monde, confessa Angela à Bernard une nuit après une journée particulièrement difficile à l'hôpital. Je ne peux pas t'aider avec la crise de l'entreprise. Je ne peux pas soulager ma mère. Je n'arrive à rien faire correctement. Tu maintiens notre famille unie, dit Bernard en la serrant dans ses bras. Tu es la fille dont ta mère a besoin et la femme sur laquelle je compte. Ce n'est pas un échec, c'est héroïque. 3 semaines après le début du traitement de Carmen, Bernard reçut la nouvelle qu'ils attendaient. La FDA avait autorisé l'approbation de leur dispositif cardiaque après avoir trouvé des preuves que Medicorp avait effectivement soumis de fausses données de sécurité. Medicorp faisait face à une enquête fédérale tandis que l'entreprise de Bernard se préparait pour son lancement réussi. Nous avons gagné, annonça Bernard en appelant Angela depuis son bureau. Approbation de la FDA, Medicorp en difficulté, et notre appareil sort le mois prochain comme prévu. C'est merveilleux, dit Angela, sincèrement heureuse malgré son épuisement. Il y a plus, poursuivit Bernard. La FDA a été tellement impressionnée par nos protocoles de sécurité que la procédure d'approbation pour 3 autres appareils va être accélérée. Angela, ta contribution sur les applications médicales a été cruciale pour cette victoire. Mais l'attention d'Angela était divisée. Par la fenêtre de la chambre d'hôpital, elle voyait le docteur Chen approcher avec les résultats qui détermineraient l'avenir de sa mère. Bernard, je dois y aller. Le docteur Chen est là avec les derniers scanners de maman. J'arrive, dit immédiatement Bernard. Le sourire du docteur Chen lorsqu'elle entra dans la chambre de Carmen leur dit tout ce qu'ils avaient besoin de savoir. Les tumeurs ont disparu, annonça-t-elle avec une joie évidente. Complètement disparu. Pas réduite, éliminée. Madame Morris, vous êtes officiellement en rémission, à nouveau. Carmen éclata en sanglots de soulagement tandis qu'Angela sentait ses jambes se dérober. Bernard arriva juste à temps pour la rattraper alors qu'elle s'effondrait, submergée par l'épuisement émotionnel et la gratitude. Ça a marché, sanglota Angela contre sa poitrine. Elle va s'en sortir. Nous allons tous nous en sortir, dit Bernard, tenant les 2 femmes qu'il aimait le plus au monde. 6 mois plus tard, Angela avait pris sa décision concernant son avenir professionnel. Elle partagerait son temps entre les soins directs aux patients à leur clinique et la supervision stratégique de leurs initiatives médicales caritatives. Cofondatrice et directrice médicale de la Fondation Victoria Ashworth, dit Angela en lisant ses nouvelles cartes de visite. Ça sonne bien. Cofondatrice et épouse de Bernard Ellison, corrigea Bernard en l'attirant dans ses bras. Ça sonne encore mieux. Leur vie avait trouvé un rythme durable, un travail significatif, un amour profond, une famille en santé et une sécurité financière utilisée à bon escient. Ils avaient prouvé que la richesse pouvait être un outil de guérison et non juste une accumulation. Que le succès commercial pouvait se mesurer en vie sauvée plutôt qu'en simple profit. Quelle est la suite pour nous, demanda Angela un soir alors qu'ils étaient assis sur leur terrasse, regardant scintiller l'horizon de Chicago. Tout, répondit simplement Bernard. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. Mais ce qui allait suivre allait les tester d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Une grossesse qui apporterait à la fois une joie incroyable et un danger mortel, remettant en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur l'amour, la survie et le prix du bonheur. Leur plus grande aventure était encore devant eux. Chapitre 9, mariage et nouvelle vie. 1 an après leur mariage à l'hôpital, Bernard et Angela célébrèrent leur premier anniversaire en renouvelant leurs vœux au Jardin botanique de Chicago, lors d'une cérémonie qui fut tout ce que leur mariage impromptu n'avait pas été, élégante, planifiée et entourée de tous ceux qu'ils aimaient. Carmen conduisit Angela jusqu'à l'hôtel, rayonnante de santé et de fierté. David servit de témoin à Bernard, tandis qu'Elizabeth Ashworth assistait en tant qu'invitée d'honneur, passée d'adversaire à allié. Il y a 1 an,
nous nous sommes promis de nous aimer à travers toutes les tempêtes, dit Bernard lors de ses vœux. Nous n'avions aucune idée à quel point ces tempêtes nous testeraient littéralement, mais en me tenant ici aujourd'hui, avec ta mère en bonne santé et notre avenir radieux, je peux te promettre que chaque défi n'a fait que renforcer mon amour pour toi. Les vœux d'Angela parlaient de partenariat, de croissance et de la construction d'une vie honorant leurs rêves tout en servant quelque chose de plus grand qu'eux. Alors qu'ils échangeaient de nouvelles alliances en platine, leur amour semblait plus profond et plus certain que jamais. Et la réception eut lieu dans la serre, entourée de fleurs tropicales. Le toast de Bernard fit monter les larmes aux yeux de tous alors qu'ils remerciaient leurs invités d'avoir cru en leur amour quand d'autres avaient essayé de le détruire. Mais la plus grande surprise de la soirée vint pendant la danse, lorsqu'Angela tira Bernard à l'écart avec une nouvelle qui allait tout changer. J'ai un cadeau d'anniversaire pour toi, dit-elle en le menant dans un coin tranquille. Angela, tu m'as déjà offert un cadeau, protesta Bernard en touchant la montre vintage qu'elle lui avait donnée ce matin-là. C'est différent, dit Angela, les yeux brillants d'excitation. Elle lui tendit une petite boîte emballée. Bernard l'ouvrit pour y trouver une minuscule paire de chaussons de bébé et un papier plié. En le dépliant, il vit une image d'échographie datée de la semaine précédente. Tu es enceinte, chuchota Théil, la voix remplie d'émerveillement. 8 semaines, confirma Angela. Prévu pour juin, ce sera un bébé d'été. Bernard souleva Angela dans ses bras, la faisant tournoyer sous les applaudissements de leurs invités qui avaient deviné la raison de leur joie soudaine. Je t'aime, dit-il, les larmes coulant sur son visage, ses mains se posant protectrices sur son ventre encore plat. Je vous aime tous les deux. Et la grossesse progressa magnifiquement pendant les 5 premiers mois. Angela rayonnait de santé, travaillant à heures réduites à leur fondation. Ils passaient leur soirée à préparer la chambre du bébé et à s'émerveiller devant les échographies. Garçon ou fille? Demandait Bernard lors de leur conversation nocturne. Tant que le bébé est en bonne santé, cela m'est égal, répondait Angela. Bien que, vu comment ce petit bouge, je sens que nous allons vivre une sacrée aventure. Leur clinique prospérait. Angela avait raison, élargir son rôle était une réussite. Tu es incroyable, corrigea Bernard un soir, en la regardant organiser le financement d'une nouvelle aile pédiatrique. À 7 mois de grossesse, Angela commença à ressentir des symptômes inquiétants. Elle les rejeta d'abord comme des inconforts normaux, mais lorsqu'elle faillit s'évanouir, sa collègue, le docteur Martinez, insista pour une évaluation immédiate. Ta tension est élevée, dit Martinez avec inquiétude. Le docteur Patricia Williams, la périnatologue, ordonna une hospitalisation immédiate. Votre tension a grimpé en flèche et vos urines contiennent des protéines, signe d'une prééclampsie en développement, expliqua le docteur Williams. C'est gérable si on le prend tôt, mais cela peut devenir dangereux très vite. Bernard arriva à l'hôpital dans l'heure, le visage tendu par une peur contrôlée. Dangereux à quel point? La prééclampsie peut évoluer en éclampsie, ce qui implique des convulsions et peut être mortel pour la mère et l'enfant. Le seul remède est l'accouchement, mais à 32 semaines, cela comporte ses propres risques. Les jours suivants devinrent un exercice d'équilibre précaire. Bernard ne quittait pratiquement pas son chevet. J'ai peur, admit Angela un soir. Et s'il arrive quelque chose au bébé? Et s'il m'arrive quelque chose, il ne se passera rien, affirma Bernard fermement. Nous allons traverser cela ensemble. Mais l'état d'Angela se détériora rapidement la semaine suivante. Sa tension continuait de grimper, ses enzymes hépatiques augmentaient et des maux de tête sévères indiquaient que la prééclampsie atteignait son stade le plus dangereux. Nous devons vous faire accoucher aujourd'hui, annonça le docteur Williams. Attendre plus longtemps vous met tous les deux en danger grave. Mais ce n'est que la 33e semaine, protesta faiblement Angela. Alors qu'on la préparait pour la chirurgie, elle agrippa la main de Bernard. Promets-moi quelque chose. Si tu dois choisir, tu choisiras le bébé. Notre enfant a besoin d'un père. Il ne va rien arriver, dit Bernard avec ferveur. Je refuse d'envisager une autre issue. J'ai déjà perdu une femme que j'aimais à cause de complications médicales. Je ne te perdrai pas toi aussi. Alors qu'Angela était emmenée au bloc, le monde de Bernard se rétrécit à la salle d'attente. Carmen et David arrivèrent pour le soutenir. C'est la personne la plus forte que je connaisse, dit David. Je ne peux pas la perdre, dit Bernard, la voix à vif. À 3h47 du matin, après 5 heures d'opération, le docteur Williams émergea enfin. Comment vont-ils? Demanda Bernard en bondissant. Votre femme est extraordinaire, dit le docteur Williams avec admiration. Et votre bébé? Félicitations, monsieur Ellison, vous avez une fille. Elle est petite mais forte, elle respire seule. Les jambes de Bernard faillirent se dérober. Elles vont bien toutes les deux, Angela est dans un état critique mais stable. Les prochaines 24 heures seront cruciales. Mais le bébé se porte remarquablement bien pour 33 semaines. Quand Bernard fut enfin autorisé à entrer en salle de réveil, il trouva Angela pâle mais consciente. Le bébé,
chuchota TL. Notre fille, dit Bernard en pleurant. Elle est parfaite. Une infirmière fit entrer une petite couveuse. Elle était incroyablement petite, mais indéniablement vivante. Voici Emma, dit doucement Angela. Emma Victoria Ellison. Bernard tendit la main à travers l'ouverture de la couveuse, submergé par l'instinct protecteur. Merci, chuchota T.I. à Angela. Merci de t'être battu. Nous l'avons fait ensemble, corrigea Angela faiblement. Alors que Bernard veillait sur sa femme et sa fille, il repensa à leur parcours. La nuit la plus dure était passée, mais leur plus grande aventure, la parentalité, ne faisait que commencer. Chapitre 10, Miracle d'amour. La chirurgie d'urgence commença à 22h30 par une froide nuit d'octobre. La prééclampsie d'Angela avait évolué en syndrome HELP, une affection mortelle. Bernard arpentait la salle d'attente, consumé par une terreur familière. Elle va s'en sortir, dit doucement Carmen. Mais Bernard ne pouvait penser qu'au dernier mot d'Angela, si quelque chose m'arrive, promets-moi de dire à notre bébé combien je l'aimais. L'opération fut compliquée dès le début. À minuit, une infirmière sortit avec des nouvelles sombres. L'état de Madame Ellison est plus sérieux que prévu. Les prochaines heures sont critiques. Bernard s'effondra sur une chaise. Je ne peux pas la perdre, chuchota T.I. à David. À 2h du matin, le docteur Williams émergea. Monsieur Ellison, nous avons mis au monde votre fille, et elle va bien. Mais Angela. Sa tension a grimpé dangereusement et nous avons du mal à contrôler une hémorragie massive. Bernard alla voir le bébé à l'USIN, unité de soins intensifs néonatales. Elle était parfaite, avec les traits délicats d'Angela. Batte-toi pour ta maman, ma toute petite, chuchota il. Des retour en salle d'attente, les minutes s'étiraient comme des heures. À 3h30, une autre infirmière apporta des nouvelles qui lui glacèrent le sang. Monsieur Ellison, Madame Ellison a fait 2 arrêts cardiaques au cours de l'heure écoulée. L'équipe a réussi à la réanimer à chaque fois, mais son état est extrêmement critique. Bernard sentit son monde voler en éclats. On l'autorisa à entrer dans la zone d'observation du bloc opératoire. Il voyait l'équipe s'affairer frénétiquement. Batte-toi, mon amour, chuchota T.I. contre la vitre. À 4h15, l'activité s'intensifia. Le docteur Williams sortit 20 minutes plus tard, trempé de sueur, le visage marquant l'épuisement et la surprise. Votre femme est remarquable. Nous l'avons perdue 3 fois sur cette table, mais elle est revenue à chaque fois. Elle est vivante, elle est vivante. Mais monsieur Ellison, il y a autre chose. Pendant l'opération, nous avons découvert quelque chose d'inattendu. Angela portait des jumeaux. Des jumeaux? Le monde de Bernard bascula. Le deuxième bébé était parfaitement positionné derrière le premier, c'est pourquoi les échographies l'ont manqué. Nous avons mis au monde une fille et un garçon. Les genoux de Bernard lâchèrent complètement. David le rattrapa. Des jumeaux. Après avoir vu Angela mourir et revenir à la vie 3 fois, il avait une femme et 2 enfants. Votre fils et votre fille sont à l'USIN. Et Angela demande à vous voir. En salle de réveil, Angela semblait fragile. Et, chuchota T.L. Et toi-même, répondit Bernard, la voix brisée. Nous avons des jumeaux. Une fille et un garçon. Des jumeaux? Les yeux d'Angela s'agrandirent d'émerveillement. Le garçon se cachait derrière sa sœur. Ils sont tous les deux magnifiques. Des larmes coulèrent sur le visage d'Angela. Je suis désolé de t'avoir fait peur. Tu m'as tout donné, dit Bernard avec ferveur. 2 infirmières firent entrer les petites couveuses. La fille qu'ils avaient déjà rencontrée dormait paisiblement, tandis que son frère, légèrement plus petit, dormait dans l'autre. Voici Emma et James, dit doucement Angela. Emma Victoria et James David. James ouvrit les yeux, du même bleu-gris intense que ceux de son père. Ils sont parfaits, chuchota Bernard. 6 mois plus tard, le Pantouse s'était transformé en un foyer rempli de vie et du chaos maîtrisé de 2 nourrissons. Angela s'était complètement rétablie. Ils avaient trouvé l'équilibre parfait. Ils dorment enfin, demanda Angela alors que Bernard sortait de la chambre des enfants. Pour l'instant. James s'est battu comme sa mère. Ils dansèrent lentement dans la douce lueur des lumières de Chicago. Penses-tu parfois à quel point nos vies seraient différentes si tu n'avais pas eu cet accident ce soir-là, demanda doucement Angela. Jamais, répondit Bernard. Parce que je ne peux pas imaginer une vie sans toi. Pas de regret? Même pas pour l'argent que nous donnons à la charité. Le rire de Bernard fut riche et chaleureux. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir attendu si longtemps pour comprendre à quoi ressemble la vraie richesse. Et à quoi ressemble-t-elle? À ceci, dit Bernard simplement en resserrant ses bras autour d'elle. Toi dans mes bras, no. Enfant dormant en sécurité, une vie bâtie sur l'amour. C'est tout ce que je ne savais pas que je voulais, et tout ce pourquoi je ne cesserai jamais d'être reconnaissant. Emma et James grandiraient en sachant que l'amour peut vaincre la peur, que la famille vaut la peine de se battre, et que la vraie force vient de la vulnérabilité partagée.
Ce n'était que le début de leur extraordinaire éternité, un milliardaire et une infirmière qui avaient découvert que la plus grande richesse ne se mesurait pas en compte bancaire, mais en moments comme ceux-ci parfaits, précieux et absolument inestimables.